Et bonsoir, on est de retour pour cette émission un peu spéciale. Je sais pas, c'est mi-la-perme, mi-grosse émission. Cette perme de Ramadan, on va dire que c'est la perme de Ramadan. Donc vous avez prévenu, c'est les émissions un peu spéciales. On est de retour, on a un programme un peu chargé, donc on va essayer de faire rapidement. On va d'abord prendre, je pense, au minimum 30 minutes pour discuter avec nos deux invités de la polémique qui date de maintenant il y a 2 semaines, non, à Sciences Po Paris. Et peut-être parler plus largement, parce que toi tu es pas à Sciences Po, mais plus largement de l'engagement des universités par rapport à la Palestine, et même plus largement de la politisation à l'université, où je vois que ça devient de plus en plus compliqué. Je sais pas, même si vous avez vu Attal qui avait parlé du wokisme à l'université et tout, donc c'est vraiment un gros sujet. Je pense qu'on en reparlera plus tard. Et ensuite, on parlera de la résolution de l'ONU et de la Palestine. Et enfin, un sujet qui tient à cœur à Youssef, du foot. Mais plus particulièrement du cas du Ramadan et du foot, et qui a provoqué beaucoup de scandales en France. Pour ce faire, comme d'habitude, Youssef, Mariam, tu reprendras le lead Ouais, bien sûr. sur les sujets moins sérieux. Tu veux dire Et science, voilà, voilà. exactement. Voilà. Voilà. Adèle, je présente mes deux invités. On a Aymen, tu es étudiant à Dauphiné. Dauphine. Dauphiné. C'est qu'on a fait. On a fait plein de jeux de Il a mots. fait plein de blagues tout à l'heure, c'est pour Plein de ça. jeux de mots juste avant, et donc voilà, il fallait. Donc tu étudies à Dauphine, tu étais aussi là pour l'événement. J'étais là le lendemain du 12 mars, je crois. Le surlendemain, Le le 14. surlendemain, la manif interdite, Voilà. c'est là-bas que j'ai rencontré Maxime. Et toi aussi à l'université, t'es dans des nassos où Ouais, dans vous le êtes- comité Dauphine-Palestine. Que je D'accord. représente pas aujourd'hui, par un D'accord. moment. Mais juste à des engagements au Voilà. sein de l'université. C'est ça. Et Maxime, Exactement. Oui, Tu- du coup, moi, je suis à Sciences Po. Je suis aussi dans le comité Palestine Sciences Po, qui, du coup, est une organisation autogérée. Il n'y a pas de leader. Moi, ici, je parle en mon nom. Et j'étais présent, du coup, à l'occupation de l'amphi Boutmi le 12. Et j'étais présent aussi à la manif interdite par la préfecture de police le surlendemain. Et voilà. bah, on va commencer juste pour rappeler les faits. Et déjà, il y a une question qui nous habite tous. On se demande tous, mais est-ce que vous l'avez virée, cette jeune fille? Moi, je t'avoue que je sais pas personnellement parce que j'étais pas là. De ce que j'ai cru comprendre et de ce qu'on m'a expliqué, dans un premier temps, elle n'a pas été acceptée parce que cette étudiante est connue pour prendre en photo des vidéos, intimider les étudiants pro-palestiniens et les envoyer à des médias pas très sympathiques sur Twitter et du coup, par la suite, les étudiants sont souvent cyberharcelés. Et Ouais. en fait, on a lu après dans un article, il me semble, de BFM ou du Parisien, que finalement, elle avait pu rentrer, comme d'autres étudiants de l'UEJF qui avaient pu rentrer au moment où elle a été refusée. D'autres étudiants de l'UEJF ont pu rentrer, ce qui, du coup, invalide entièrement la théorie selon laquelle on ne l'aurait pas laissé rentrer parce que membre de l'UEJF ou parce que sioniste juive, ou parce que juive. Ouais. Ouais, T'as pas ouais, de micro. Ou parce que sioniste. T'as pas de micro. Ou parce que sioniste, voilà. Est-ce que vous avez été surpris par l'ampleur? En fait, pour moi, c'est typique, un exemple typique de l'emballement médiatique qui peut être causé sur rien, quoi, et sur une simple Exactement. rumeur. On a eu ça, l'exemple avec l'imam Majoub Majoubi, où c'était juste un tweet d'une personne et ça s'est emballé 48 heures après, il était expulsé. Et là, juste une personne qui prétend qu'elle a été interdite parce que juive, ça a été repris par tout le monde sans vérification. Et on a même eu le Premier ministre qui en a parlé. Est-ce que vous avez été un peu... Macron en Conseil des ministres. Ah oui, en plus, et Macron aussi en Conseil des ministres. Surpris, choqué même. Franchement, moi, quand du coup j'ai participé à l'occupation de l'amphi le mardi matin, c'était un événement super convivial, super sympa. C'était vraiment un bon moment de solidarité, de solidarité humaine. Et entièrement choqué parce que déjà, on savait pas qu'il y avait eu cette supposée affaire qui finalement il s'avère être un non-événement. Et du coup, on a vu après le tweet de l'UJF ils l'ont fait vraiment 5 minutes après la fin de la manif. Hein. Et on a été hyper surpris. Et puis ensuite, les nouvelles s'enchaînent, quoi. Moi, je me rappelle, je sors du campus, je sors de la Bibli à 18h. Il y avait des journalistes devant le campus pendant la journée entière, et je vois des journalistes qui courent en direction de l'autre campus du coup de Saint-Thomas. Je me dis mais qu'est-ce qu'ils font, et je vois qu'en fait c'était du coup pour la visite de Gabriel Attal, D'accord. notre cher Gabriel Attal, qui, parce que du coup pour rappeler le contexte, le directeur de Sciences Po, il me semble, a démissionné le jour même ou la veille. Pour des causes qui n'ont la veille pour des causes qui n'ont rien à voir, mais du coup l'administration était, je pense, déstabilisée, et
Monsieur Attal a bien senti le coup et est venu mettre son petit coup de pression. Et ouais, ensuite, les jours d'après, moi, j'aurais jamais imaginé que ça puisse aller aussi loin, surtout sur la base d'une... Genre, c'est vraiment choquant quand on sait que c'est faux, de voir tout l'emballement qu'il y a eu autour d'une fausse rumeur. Et ce qui me choque, en fait, d'abord, ce qui m'a choqué, c'est que il y avait des médias... Bon, là, je vais dire par exemple, Hugo Décrypte, dans ses 5 infos du jour, le jour même, il dit l'amphithéâtre Boutmy a été bloqué par des étudiants. Une étudiante a été refusée parce que sioniste. Pas de conditionnel, pas de source, rien. Il décrypte mal. Voilà. Si on lui a jamais fait en plus. Il a vraiment... il a trop mal décrypté. et du coup, ouais. Et moi, ce qui me choque aujourd'hui, c'est que hier, avant-hier, il y a encore des gens qui prennent la parole publiquement. Je pense à Glucksmann, BHL, et ils reprennent. Il en parle encore. Mais ils ne mettent pas leur version à jour. Genre, c'est dingue. D'accord. Ils reprennent la version fausse de l'UEJF qui a été démentie maintes et maintes fois. Ils la reprennent comme si c'était un truc factuel. Ayman, toi, est-ce que tu as eu est-ce que tu étais un peu plus extérieur ou tu as eu le même sentiment sur tout ça? Moi, j'étais le surlendemain et j'ai vu un journaliste de Canal+, et je lui ai demandé pourquoi il était là. Et il me disait ouais, c'est un scandale, il y a une étudiante juive. Et je lui ai dit naïvement, si effectivement elle a été exclue de l'amphithéâtre parce qu'elle est juive ou sioniste, là, on fait une procédure interne, on vire les étudiants responsables. Il y a une procédure interne. Enfin, voilà. On attend ça concerne l'école, mais là, il y a le Premier ministre et il y a toi qui est là à 19h. Et là, il y a toi il y a le journaliste qui est là à 19h au lieu d'être, je sais pas, avec ses enfants ou sa famille. Ça me paraissait... l'enquête, quoi. Voilà, ça me paraissait bizarre à première vue. Après, quand je suis allé sur les réseaux sociaux, j'ai vu tout le bruit qu'il y avait, et même là actuellement on voit les députés LFI, Thomas Portet, c'est ça, Porte, qui répondent à Glucksmann, etc., en démentant la première version que l'étudiante avait donnée. Et je pense que ce qui s'est passé à Sciences Po, ça a réveillé un peu les autres écoles, les autres universités, en se disant ah ouais, donc si on affiche nos soutiens à la Palestine, voilà ce qui se passe. Donc il y a peut-être un tournant qui est en train de se dérouler maintenant. Toi, tu avais suivi aussi l'affaire Adèle, et la question qui se pose, c'est que Sciences Po, c'est pas n'importe quoi non plus. C'est symbolique pour. C'est ça. C'est pourquoi est-ce que quand ça arrive à Sciences Po, on entend parler directement le lendemain dans les médias pendant des jours, alors qu'il y a des problèmes de gens qui se font refouler de conférences dans des facs en France depuis toujours, en fait, pour des raisons politiques plus ou moins valables à chaque fois. En fait, c'est aussi que Sciences Po, c'est un peu la chasse gardée de la bourgeoisie française, dans la mesure où c'est l'école qui forme les énarques, les magistrats, les avocats, les gens qui vont devenir rédac-chef dans les médias, etc., les élites, en fait. Les journalistes, ouais. Et donc, il y a un enjeu tout particulier, et c'est pour ça que Gabriel Attal, qui lui-même a fait cette école-là, est venu directement le lendemain. Il s'est invité dans le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques qui gère Sciences Po. Il n'a pas le droit légalement, il n'y avait aucun statut qui prévoyait ça. Et attends, parce que du coup, il en a profité pour nommer, suite à la démission la veille de l'ancien directeur, il en a profité pour nommer un administrateur provisoire dont on ne sait pas pour combien de temps il va être là. Et en disant, j'avais noté le truc, mais une phrase qui m'avait fait un peu bondir, c'était que voilà, il avait dit le poisson pourrit d'abord par la tête. C'est ça, lunaire. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, quelle est la peur là? La peur, c'est qu'il se passe à Sciences Po Paris comme dans les universités américaines. En fait, un mouvement de gens qui sont à la fois étudiants universitaires, parce qu'on a vu que les doctorants, par exemple, de Sciences Po ont fait un communiqué commun pour dénoncer la mise au pas de la liberté académique qui est en train de se faire, sur fond de quelque chose qui se passe depuis déjà des années, avec Frédéric Vidal, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, qui disait que l'islamo-gauchisme gangrénait l'université française, etc. Là, c'est l'argument parfait, c'est l'occasion parfaite pour donner un tour de vis encore supplémentaire et menacer les élèves et les doctorants qui seraient un peu trop dissidents, quoi. Mariam, et après Youssef. Alors, deux choses. Déjà, sur ce que tu as dit, c'est vrai, le fait que c'est une ingérence, ce que Gabriel Attal a fait, etc. Et comment, si vous avez bien remarqué,
Macron a pris la parole sur ça, le ministre de l'enseignement supérieur s'est déplacé, Attal, etc. Ça, c'est presque du jamais vu. Ça se passe jamais pour des affaires comme ça. Donc ça, il faut le dire aussi, c'est inédit. Et il y a quelque chose de médiatique, comme ce que tu disais, Wissam, tout à l'heure. Il y a le truc de là, il faut qu'on dise quelque chose sur ce qui se passe. Il faut qu'on montre que on s'oppose à cette défense-là palestinienne, etc. Donc on va utiliser le truc de l'antisémitisme, etc. Comme on a l'habitude. Mais là, il faut que ça fasse l'actualité. Il faut que ce soit numéro 1. Et à ce sujet-là, les doyens et les chercheurs de Sciences Po Paris ont écrit une tribune ou je sais plus quoi, un texte, justement pour dénoncer cette ingérence-là. Donc il faut savoir que même les grandes élites, les grands professeurs, etc. de Sciences Po Paris, même là, ils trouvent que démocratiquement, c'est chaud, quoi. Il y a plus de 300 signatures. Hein. Donc c'est quand même pas négligeable du tout. Vous êtes un vrai mouvement. Vous êtes senti soutenu par les profs à l'université et tout Les profs, je sais pas trop, oui. En tout cas, l'admin, non. Mais les profs, oui, par leur tribune, oui. Les doctorants, par leur tribune, oui. Après, c'est une question de proportion, mais moi, je trouve quand même que 300 profs, 300 chercheurs qui signent cette pétition, qui était quand même très claire, hein, qui vraiment condamnait fortement les actions de Gabriel Attal, je trouve que c'est vraiment fort, surtout à Sciences Po. Et ça montre bien, en fait, que cette partie, en fait, de la société civile ne va pas céder face à une forme d'intimidation de la part du pouvoir. Et moi, je trouve que c'est fort. Voilà. Youssef, tu voulais... Ouais, je finis juste ce que je voulais dire. Et comme tu disais, Wissam, on revit vraiment ce truc-là de la chasse aux sorcières, de la chasse à l'islamo-gauchisme à l'université. Et pour preuve, j'ai regardé le 28 minutes de Arte, vous savez, le format et tout. Ils ont invité Maboula Somaoro et 2-3 autres personnes que je connaissais pas, et dont un qui est membre de l'Observatoire du décolonialisme et tout. Et vraiment, et la discussion, l'entretien avec les trois, là, le débat, il dure 25 minutes. Et pendant 25 minutes, c'est la même question, c'est est-ce que le wokisme atteint l'université ? Est-ce que le wokisme gangrène l'université ? Et ils ont beau parler et tout, et c'est toujours la même question. Oui, mais est-ce que là, quand même, on n'est pas... Et c'est aussi ce que dit Eugénie Bastier, qui a fait Sciences Po Paris, et qui dit en ce moment, enfin sur Twitter, etc. Elle dit non, mais maintenant, à l'époque, Sciences Po Paris, on pouvait être de droite, c'est ça, c'est qu'ils disent maintenant. Maintenant, on peut plus trop être de droite. Ouais. Maintenant, c'est être de droite, c'est être directement d'extrême droite, c'est nazi, etc. Et donc maintenant, il faut absolument être gauchiste, etc. Il faut absolument être de gauche, LFI, France Insoumise, Mélenchon. Et ils s'inquiètent aussi du fait que les étudiants de Sciences Po ont voté Mélenchon en majorité selon des sondages qui avaient été réalisés. Mais sur CNews, le jour même, il y avait eu une journaliste, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui avait dit que le problème, ça venait qu'il y avait il y avait de plus en plus d'étrangers à Sciences Po, et qu'ils importaient les théories. Claire Morin, je crois, un truc comme ça. Ouais. Non mais c'est ça. Non mais l'université, on entend là. L'université en général est devenue un enjeu considérable. La bataille, il y a une véritable bataille pour l'université, une bataille pour les élites, une bataille pour le savoir, et la conquête de l'université, donc des lieux de savoir, est fondamentale dans cette marche au fascisme. Et donc on va se servir de cette séquence actuelle sur la Palestine pour aussi reprendre la main, prendre en main, en vérité, c'est même pas reprendre, prendre en main l'université et contrôler un petit peu cette fabrique d'élite. Et on voit bien quelle est la fonction aussi du sionisme, comment actuellement, hein, et du soutien à Israël, c'est-à-dire permettre aux forces les plus réactionnaires de ce pays, l'extrême droite précisément, parce qu'il y a cette grande alliance qui s'est faite à l'occasion malheureusement de cette séquence sur Gaza. Et c'est l'occasion vraiment pour les forces les plus réactionnaires du pays de reprendre la main et d'essayer de s'imposer. Ça, c'est des phénomènes qu'on a vus tout le temps dans ce pays, qu'on a vu après 68, qu'on a vu dans les années 70, qu'on a vu, etc. À chaque fois, eh bien, l'université devient un enjeu. Et là, encore plus avec des universités prestigieuses comme Sciences Po, parce que Attal aussi vient de Sciences Po, je crois aussi. Donc, pour eux, c'est un moyen. Mais alors... C'est la raison pour laquelle il y a eu cette pétition là, de 300 chercheurs, parce que tout le monde sent bien le danger, ils ont bien senti le boulet passer, comme on dit, hein, et c'est quelque chose d'incroyable. Alors, à coup de mensonges, on a bien vu, ça a été dit, cette personne n'a pas du tout été refusée, et quand bien même, comment il y a des enjeux politiques, il y a des luttes politiques, ça s'est toujours fait comme cela, comment l'Union des étudiants juifs de France, qui est une organisation très sioniste, et qui ne s'en cache pas d'ailleurs, hein, comment fait absolument pareil. C'est pas du tout le genre on a vu des gens qui disent il faut absolument laisser parler des paroles. Ah bon, vous croyez vraiment qu'à un meeting de l'UEJF, des pro-palestiniens vont pouvoir aller pour apporter la contradiction? Non seulement apporter la contradiction, mais on va interdit dans cette mais on va même pas les laisser. Oh non, t'exagères toujours. Mais je crois qu'on les laisserait même pas entrer. On les laisserait même pas entrer. Ou
parce qu'on l'a vu aussi, l'UEJF a très souvent des accointances avec des groupes d'extrême droite sionistes comme la LDJ, comme le Bétar auparavant. Donc ils ne vont pas nous la jouer à nous, parce qu'on les connaît parfaitement. Depuis les années 80, l'UEJF a toujours été comme ça, d'accord, hein, et a toujours été très sioniste, d'accord, et elle a organisé même des voyages en Israël. Au moment de la première intifada, on avait un responsable de l'UEJF à l'époque, on ne va pas dire ce nom, mais on pourrait, qui était parti en Israël, soi-disant pour voir ce qui se passait. Je peux le dire, il s'appelle Eric Gebali. Et ce monsieur Eric Gebali ensuite était revenu, donc président de l'UEJF. Il était en même temps secrétaire général des SOS Racisme. Il faut le savoir aussi, parce que c'était Harlem Désir qui était le président, mais il était secrétaire général des SOS Racisme. Et il était allé, au moment de la première intifada, il était revenu en disant « c'est n'importe quoi ce qui se passe, les Palestiniens, les jeunes Palestiniens font semblant d'être atteints par des balles devant les caméras, et quand ils sont hors champ, ils se relèvent. Hein, ils se relèvent, ils font semblant d'être morts. » Il y avait eu quand même 1000 morts, d'accord, hein, donc selon Gebali. On a un peu les mêmes discussions aujourd'hui. Hein, ben oui, mais oui. Le sionisme est d'abord un mensonge. Moi, quand je veux le qualifier, avant même de dire qu'il est meurtrier, tout ce qu'on veut, colonialiste, je dis c'est d'abord une fabrique du mensonge qui est absolument incroyable. Israël est l'état menteur le plus absolu au monde, basé sur le mensonge déjà en Palestine, puisqu'ils ont fait croire que c'était une terre sans peuple pour un peuple sans terre, hein, et ça se poursuit aujourd'hui. C'est le mensonge en permanence. Et lorsque ce mensonge rencontre les forces les plus réactionnaires, bah, ça vous donne ce genre de fake news. Et on n'est pas au bout de l'affaire, hein, parce qu'ils vont encore nous en inventer. Ils vont encore nous en inventer, les amis. Ça fait fake news autour de... Bien sûr. Là, pour le coup, ce qui est quand même assez nouveau, en tout cas, qui moi m'a personnellement beaucoup surpris, c'est qu'en fait le truc a été l'information selon laquelle l'étudiante aurait été refusée parce que juive ou parce que sioniste a été démentie dans la journée. Oui. Dans la journée. Et par l'étudiante elle-même. Et pourtant, ça n'a pas empêché le narratif médiatique de se dérouler sur plusieurs journées d'affilée comme ça derrière, alors qu'on voyait le truc, quoi. Il y a un objectif clair, je pense, si justement on laisse couler et on fait durer la polémique, c'est que les autres universités, les autres écoles ne se réveillent pas. Moi, je pense que... Voilà, c'est ça, c'est de l'intimidation, exactement. Pour avoir discuté avec des étudiants de ma fac, par exemple, il y en a beaucoup qui disent j'ai peur de prendre position ou j'ai peur pour mon avenir, qui sont des grandes phrases, etc. Donc, il faut savoir que les étudiants, c'est des gens qui sont jeunes, qui jouent, entre guillemets, leur vie, leur avenir. Et si dès qu'ils ouvrent leur téléphone ou qu'ils allument leur télé, ils voient ce que subissent les étudiants qui soutiennent la Palestine, forcément ça va les dissuader, les freiner. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important de pas déplacer le débat comme eux le font. C'est-à-dire que quand on va dire, par exemple à Dauphine, le 12 mars, il y a eu une minute de silence aussi pour les victimes palestiniennes. Elle a été perturbée par les étudiants de l'UEJF aussi. Et la réponse, c'est libérer les otages, le Hamas tue, etc. à chaque fois. Et cette rhétorique-là, pour moi, elle déplace complètement le débat. Parce qu'en fait, à aucun moment, un étudiant pro-palestinien ne parle d'Israël ou crash sign d'Israël, comme c'est dit, etc. Donc, il faut qu'on ait le droit de parler de la Palestine et uniquement de la Palestine sans qu'on nous tende un micro. Et qu'en est-il des victimes du 7 octobre? Qu'en est-il des otages, etc. La question est légitime en elle-même. Voilà, c'est ça. Ouais. Et mais tu m'as dit qu'en plus, je veux dire, ça s'inscrivait dans un événement qui existe depuis 10 ans, c'est ça, à l'université sur la Palestine, c'est ça? Il me semble c'est 5-10 ans, je sais plus trop, mais ça existe depuis longtemps. Ouais. C'est la journée européenne de coordination universitaire pour la Palestine. Et d'ailleurs, mais c'est là où tu vois qu'ils sont doués pour de parasiter un événement et le faire qu'on parle plus de l'événement lui-même. C'était quoi déjà? C'était qui les intervenants de cet événement? En fait, j'ai oublié. C'était qui cet événement? Mais en fait, ce qui s'est passé, c'était quoi? C'était que... là où on dit que la personne avait été interdite parce que juive. En fait, ça c'était juste le. Il y avait des non. Il y avait des prises de parole. Là, il y avait des prises de parole. Oui, il y avait aussi des prises de parole, mais il faut savoir que dès qu'il y a eu du coup des prises de parole et on a aussi eu un réfugié palestinien par Zoom, à ce moment-là, l'administration a tout coupé en fait. Donc il y avait plus de réseau, courant, plus de courant. Oui. L'écran où l'écran s'est relevé. Du coup, on avait le réfugié sur le mur directement, le son sur l'enceinte parce que bon, ça allait quand même pas nous arrêter. Et
plus de micro, du coup, donc vraiment des conditions très difficiles. Et ouais, du coup, en fait, on parle même pas de ce qui s'est passé dans cet amphi ce jour-là. En fait, les discussions qu'il y a eu. ça a été oublié. Alors que pour nous, c'était un moment fort. Et même sur un plan intellectuel, c'était riche. C'est-à-dire que c'était pas juste des gens qui venaient cracher leur haine d'Israël. C'était vraiment riche. Et puis pour le coup, c'est aussi, dans le narratif médiatique qu'il y a eu autour de cette histoire, c'est que ça a complètement effacé le fait qu'il y avait des étudiants juifs de Sciences Po qui ça tenait énormément à cœur d'être présents ce jour-là. Il y a eu cette lettre. 33 étudiants juifs qui ont signé cette lettre. Exactement. Dans Mediapart, sur le club Mediapart, là. 33, c'est beaucoup. Qui disait qu'elle s'est présentée avec son étoile de Magen David sur le pull et que personne, évidemment, l'a avoué pour autant. Bien évidemment. Ouais, là, il parle bien dans le micro. Il a éteint le micro. Ouais, et que donc cette étudiante s'est présentée à l'amphi avec son étoile de David, avec sa Magen David, là, comment sur le pull, et personne l'a rabroué pour autant. Il y a cette réalité aussi qui, à mon avis, gêne beaucoup l'UEJF, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes juifs, pas forcément jeunes d'ailleurs, enfin de juifs, de membres de la communauté juive, hein, mais c'est vrai qu'il y a un mouvement de jeunesse un petit peu à l'instar de ce qui se passe aux États-Unis et qui proteste contre cet alignement systématique du CRIF, entre autres. Et quand je dis ça, parce que je suis allé vérifier sur les statuts du CRIF, le CRIF a dans ses statuts comme objectif la défense d'Israël. L'identité d'Israël. Alors c'est absolument incroyable. Et ça, c'est relativement récent. C'était pas le cas avant. Ça date d'une vingtaine d'années, pas plus. Mais ce qui veut dire que l'UEJF qui s'aligne aussi là-dessus. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a de plus en plus de Français juifs qui s'opposent à cela et qui refusent qu'effectivement leur identité soit liée à celle d'un État, parce qu'on se demande pourquoi. Je veux dire, et ça, c'est quelque chose qui leur fait peur. L'attitude qu'ils ont par rapport à nos camarades de Tzedek, par exemple, ou par rapport à tous ces jeunes juifs donc de Sciences Po, eh bien, elle est là aussi. Israël a très peur de cela, et dans le monde entier, Israël voit se lever une contestation au sein même des populations juives, et ça, c'est quelque chose qui les inquiète terriblement. Mais alors, déjà, on en profite pour rappeler l'événement samedi, 30 mars, organisé par Tzedek et d'autres organisations. C'est européenne, il me semble, plusieurs organisations européennes juives, antisionistes. Donc ça sera samedi. Ça s'appelle le Meeting Juif International. Voilà, et il faut s'inscrire sur le site. Alors faut se dépêcher. Il y a plus beaucoup de place déjà. Il n'y a plus beaucoup de place. Il faut s'inscrire sur le site. Et puis il y a aussi éventuellement une participation aux dons, parce que ça coûte très cher pour louer les salles, etc. Donc faites-le. Ça va être vraiment, vraiment un événement, parce que c'est la première fois, je le dis bien, ça va être la première fois qu'en France, il y a une parole publique. Enfin, il y a déjà Tzedek, l'UGFP, nos excellents amis de l'UGFP depuis 2005, même bien avant. Mais c'est la première fois qu'il va y avoir un grand meeting, d'accord, de cette ampleur. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Et juste pour revenir sur ça, moi j'ai l'impression aussi que, en fait, ils sentent du côté du sionisme, des pro-israéliens et tout, qu'ils sont en train de perdre le débat des idées, et qu'ils sont, même sur un débat d'idées, ils ne peuvent pas défendre leur position. Genre, s'il y a un débat intellectuel et tout, à coup d'arguments, ils sont perdus. Et donc, l'un des seuls moyens de faire pression et tout, c'est de jouer sur la question de l'antisémitisme. Et ça me rappelle ce qu'avait dit Norman Ajari. Moi, ça m'avait beaucoup marqué cette phrase quand il parlait du pire. Il disait, mais le pire, les gens ne veulent pas savoir si le pire est vraiment sexiste, homophobe et tout. Ils ont besoin qu'il le soit. Et donc, ils s'en foutent de la vérité. Et c'est pour ça qu'on voit que des gens diffusent encore l'idée que ces pro-palestiniens qui ont manifesté à l'université ont refusé l'entrée de quelqu'un parce qu'elle était juive. Parce qu'ils ont besoin de ce narratif pour se rassurer, pour convaincre les gens qu'il ne faut pas soutenir cette lutte. Et d'ailleurs, sur l'université de la Palestine, est-ce que vous trouvez qu'il y a un engagement croissant des étudiants vis-à-vis de la Palestine, ou vous êtes un peu déçus sur cet engagement ? Moi, je dirais oui. Parce que simplement, j'ai envie de dire que la cause palestinienne, elle était plutôt confinée à des cercles relativement militants ou racisés. Et alors que depuis le 7 octobre, ça a été une porte d'entrée sur le sujet pour plein de gens. Et puis tout simplement c'est revenu à l'actualité, quoi. Oui, et puis surtout maintenant on peut voir, les gens ont juste à aller sur Instagram et ils voient toutes les horreurs qui se passent quotidiennement. C'est ça la vraie différence dans ce conflit aujourd'hui, c'est que les gens ont ça vraiment à portée de main. Et en fait je pense que ils se sentent un peu obligés en fait de prendre parti, parce que face à une telle horreur, c'est dur de se dire je vais être lâche et je vais rien dire, je vais rester neutre. Et même donc moi personnellement en tout cas, même
autour de moi, dans mes cercles d'amis et tout, je sens un intérêt croissant pour ça, ouais. Ouais, ça te revient sur le devant de la scène. Bien sûr, bien sûr. Tu partages le constat, Iman? Après, moi, je suis pas à Sciences Po. Je sais que Ouais, Sciences Po, là, je c'est parle de vrai toutes les ouais, universités. c'est ça. Bah, j'ai de l'espoir en tout cas. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont braver la peur justement et pas hésiter à essayer de s'engager. Mais je pense que la première question avant tout, c'est que les gens s'informent et apprennent et acquièrent les outils pour appréhender ce sujet-là. Je te remercie d'ailleurs pour ta vidéo sur l'histoire de la Palestine. Et justement, en fait, je voulais juste revenir sur la journée du 12 mars. C'est les universitaires qui appellent au boycott des universités israéliennes. Et ça, personne ne l'a dit. À la télé, on n'a parlé que de la polémique de Sciences Po. Et ce que disait Maxime très justement, c'est qu'il y a un cas de conscience qui s'impose pour tout le monde, qu'on soit à la fac, étudiant, peu importe le corps de métier. C'est que à Gaza, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus d'universités, elles ont toutes été endommagées ou détruites. Et même au-delà de ça, ça fait 10 ans que le régime d'apartheid israélien fait que étudier en Israël, en fait, c'est être coupable sans le savoir, puisque les étudiants, eux, palestiniens, n'ont pas la liberté d'aller dans les universités qu'ils veulent, d'emprunter les routes qu'ils veulent. Et donc, si nous, on a le privilège d'être dans des universités, d'être dans l'éducation, il ne faut pas qu'on laisse passer ce moment-là où cette vérité-là, elle éclate à nos yeux. Et je pense que c'est un devoir de s'engager de façon pertinente au bon endroit. C'est ça. Et au niveau des Adèle, et après, il y avait Adèle qui voulait intervenir. Je t'ai pas eu. Vas-y, Adèle. Non, mais simplement pour le coup, moi je voulais aussi vous rendre hommage et vous dire merci et bravo parce que c'est pas, enfin, on voit que c'est pas du tout évident ce que vous prenez à la gueule alors que vous avez pour le coup, pour la plupart, entre 19 et 21, 22 ans, quoi, de manière générale. Donc c'est dur de subir autant de pression là-dessus. En plus, en l'occurrence, dans tout le champ universitaire, bien sûr, mais en plus dans les grandes écoles, il y a un truc supplémentaire comme c'est les futurs cadres de la nation, il y a une mentalité de l'autorité, de la hiérarchie et de l'ordre qui est implémentée, mais dès le départ quand tu arrives. Et je me souviens, moi, pour le coup aussi, j'avais fait une école comme ça à une époque, et je me souviens d'une étudiante qui s'était fait... on lui avait dit que la destination à l'étranger où laquelle elle devait partir, passer une année, elle pourrait pas y aller, parce que comme elle s'était mobilisée dans des combats syndicaux, on lui avait dit qu'elle avait un problème avec l'autorité. Et que comme elle allait en Iran, et ben, on avait peur pour sa sécurité à elle, tu vois. Et donc pour la protéger, on allait l'orienter plutôt ailleurs. Okay. Et du coup, voilà. Et c'est des écoles où il y a vraiment ce côté disciplinaire qui est très vite enclenché pour stigmatiser les étudiants engagés. Et donc, c'est d'autant plus à votre honneur de vous mobiliser là-dessus, quoi. Et juste, faut que, si je peux me passer un message aux étudiants qui veulent organiser des choses dans leurs universités ou quoi, il faut pas céder au premier argument que les administrations vous renvoient il faut ouvrir le débat, discuter à tout le monde, parler de paix. Là, il y a 30 000 personnes qui sont mortes, il y a des gens qui meurent tous les jours, c'est pas le monde des bisounours. Enfin, on n'est pas là pour discuter de la paix pour tout le monde, etc. Il faut ramener des experts sur les sujets qui permettent aux gens de comprendre ce qui se passe réellement et pas juste des choses trop idéales ou quoi. Il faut reprendre les mots d'ordre aussi à l'international, c'est-à-dire cesser le feu, voilà, ce type génocide, de mot d'ordre. là il y a suspicion de génocide, on a le droit de dire des ce choses mot. concrètes, la situation concrète et pas... Pas être en mode, c'est pas le moment de disserter sur... Enfin, nous on le fait un petit peu, mais de loin, quoi, tu sais, tous les trucs... ils prennent la tête à ça, sur ça, à Rima Hassan, là. Oui, mais elle est pourquoi pour la solution à un État, deux États, un État, et puis tout le monde ou pas tout le monde. Oh là là, non, mais franchement, sur des détails, ils vont la chercher sur ça, juste pour éloigner le sujet principal, qui est la guerre qui est faite à Gaza, en fait. Du coup, moi, je voulais remercier Adèle déjà, et je voulais aussi remercier mes camarades qui ont parlé dès les premiers jours à visage découvert. C'était hyper courageux. Ils se sont pris une vague de cyberharcèlement énorme. Ils ont vraiment... On l'oublie parce qu'effectivement, c'était une des accusations qui était posée à Sciences Po. Il semble que certains militants sionistes diffusent les photos. Oui. Et, mais ça nous est arrivé à nous sur Twitter. Non, mais ils ont vécu... Ils font du cyberharcèlement. C'est ça. Ils ont vécu une semaine horrible. Ça a eu ça aussi. Oui. Et juste, je voulais aussi revenir sur en fait les revendications du coup de base de ce 12 mars. Et effectivement, du coup, c'était principalement... En fait, nous, on voulait que Sciences Po coupe ses partenariats avec les universités israéliennes pour les départs en 3e année, parce qu'on sait que il y a 4 partenariats, il me semble,
Et chacune de ces facs soutient explicitement la politique coloniale. Ils fournissent Israël en théorie militaire. Ils fournissent Tsahal en théorie militaire. Une autre revendication, en fait, c'était le deux poids deux mesures au sein de Sciences Po. C'est-à-dire qu'après le 7 octobre, il y a eu directement beaucoup de mails, une assistance psychologique pour les étudiants concernés, qui était juste. C'est ce qu'il fallait faire. Ouais. Voilà. Mais pour les Palestiniens, il n'y a pas eu un mot, en fait. Il n'y a pas eu un mot tout le long, pas une minute de silence, pas un événement, parce que Sciences Po a fait des événements sur l'antisémitisme, sur Israël, mais pas un sur les Palestiniens. Et je répète, mais il n'y a pas un cours sur la Palestine à Paris. C'est vraiment un sujet qui est invisibilisé. Ouais, tabou, Aux yeux de Sciences Po, c'est un sujet qui n'existe pas, en fait. Et du coup, je voulais aussi revenir sur ce que j'ai dit au début, quand je dis que j'étais choqué de l'ampleur médiatique. Oui et non, en fait. Parce que nous aussi, on sait que pour CNews, c'est du pain béni, en fait. Cette histoire, c'est taper sur les jeunes, sur les musulmans, sur les arabes, sur les gauchistes, sur les petits bourgeois. Enfin, on sait ça aussi. Ouais, vous êtes une cible pour eux. Une cible idéale. Ce que je veux dire, c'est que cet enjeu universitaire, il est important parce que cette génération se politise à travers la Palestine. C'est une génération entière qui se politise à travers la Palestine. Comme dans le passé, les générations successives se sont politisées à travers la guerre du Vietnam, la guerre d'Algérie, etc. C'est la génération palestine actuellement. Je pense à ça parce que notre ami Omar Soumi lui-même avait fait Sciences Po, justement, d'urgence Palestine. Donc il y avait une tradition à Sciences Po de soutien, en tout cas de débat sur la Palestine. Et tu as raison, Ayman, de le dire, de ne pas se laisser surtout intimider, parce que c'est la jeunesse, l'université, c'est le moment où on bouleverse les choses. Si on ne le fait pas à l'université, c'est pas plus tard qu'on le fera. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas céder aux discours qui disent que l'université doit être neutre, que la politique ne doit pas avoir lieu dans l'université. Déjà, ça a toujours été le cas. Et c'est toujours quelque chose qui a hanté les réactionnaires. Bien sûr. Dire, là, on parle du wokisme, avant c'était le communisme, il y avait toujours un spectre qui hantait l'université. Et veut dire, une université qui ne pose pas la question de la politique, c'est une université bourgeoise. Bien sûr. L'université, pour elle, c'est pas l'ordre des choses. En fait, comme ça. Ce qui les frustre, c'est qu'ils savent bien, en fait, que quand Alors, bien dans le micro, par contre. Quand on s'intéresse aux sciences sociales, en fait, on est un peu obligé d'être de gauche, d'être décolonial. Enfin, c'est en termes de production de pensée intellectuelle, théorique, la droite, c'est tellement faible, c'est de plus en plus faible. Mais voilà, le dernier que tu... C'est Raymond. René Raymond, d'ailleurs, c'est tous les Raymond. René Raymond, Raymond Aron, voilà. Non mais voilà, je veux dire que juste Raymond à gauche, Poulidor aussi, Sciences Po, ça a toujours été un endroit où la pensée de gauche se produisait et où elle se diffusait. Et moi, en tout cas, je veux pas que ça change. Et voilà. Non, mais je plaisantais à peine parce que même avant, on avait une pensée de droite qui était déjà beaucoup plus intelligente que la pensée de droite d'aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Je pense à Raymond Aron, René Raymond, qui étaient des gens de droite, pour autant, mais Raymond Poulidor également, pendant le Tour de France. Et ce que je veux dire, c'est que comment aujourd'hui, je vais pas dire qu'on a la droite la plus bête, mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que l'université, depuis le Moyen Âge même, déjà au Moyen Âge, à la Sorbonne, quand la Sorbonne se crée, on a des étudiants et des professeurs qui sont complètement en phase avec l'actualité. Donc c'est complètement aberrant d'imaginer à savoir qu'il serait au-dessus de tout comme ça. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Même la droite, c'était mieux avant. Pour terminer sur le sujet, je sais pas si vous avez quelque chose. Oui, Mariam. Moi j'ai un petit truc à dire. C'est vrai que un petit truc, c'est bon. C'est vrai que les étudiants ils se politisent à travers la Palestine, mais ce qui est bien dans le moment actuel, c'est que on voit que tous les outils qui ont été préparés avant, les outils théoriques pour répondre aux accusations, vous êtes antisémite, machin, vous êtes terroriste et tout. Mais en fait, tous les outils qui ont été travaillés dans les mouvements sociaux avant et par les intellectuels et peu importe par qui, en fait maintenant ils sont utilisés, ils sont à disposition en fait. Et ça c'est trop bien quand on voit les débats télé où il y a des jeunes qui arrivent sur les plateaux télé et qui savent se défendre en fait. Après c'est Sciences Po. Ouais. C'est vrai. Mais c'est l'université dans son ensemble. Après l'université en général. Ouais. Mais tu sais, t'as pas de micro. Je sais, mais c'est pour qu'il réponde. D'accord, tu fais le commentaire. Qu'il réponde quand même, qu'il rebondisse là-dessus. Non, mais je disais que j'étais impressionné par justement l'éloquence des étudiants comme de Sciences Po qui sont exprimés et qui ont répondu absolument aux attaques. Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, vous avez. Après, c'est le milieu militant qui a produit ces outils.
Bien sûr. C'est nous. Ah, bien sûr. Non, mais on est aussi à l'université. Pour terminer sur le sujet, est-ce que vous avez... vous pouvez pas dire là s'il y a d'autres choses qui sont en préparation Bah, moi, Restez branchés comme Voilà, restez- ça arrive fort, là. Stay tuned. Attendez, il y a quelqu'un dans le public. Moi, je peux- Monsieur, vous êtes sioniste? Alors, attendez. je peux- Je te laisserai une dernière. C'est pas grave. Non, mais il y a les piles. Il faut changer les piles du micro sans fil parce qu'il clignote. Ça fonctionne? Alors, vous êtes. Bonjour. Ouais, celui-là, c'est bon. Bonsoir, Ouais. Jamel. Juste une petite référence pour ceux qui sont intéressés par l'imbrication entre le Ne monde, l'aide surtout pas, Youssef. le monde universitaire, le monde universitaire, le monde, Stabiliser. pour ceux que ça intéresse de comprendre l'imbrication entre le monde universitaire et le monde militaire en Israël. Je recommande l'excellent bouquin de Yael Sivan et Armel Laborie pour un boycott légitime, donc qui revient sur les questions du boycott culturel, le boycott culturel et universitaire et comment il démontre très bien et puis il démontre aussi cette idée qui est très souvent mise en avant par les propagandistes sionistes, à savoir qu'il faut laisser le culturel et l'universitaire en dehors de la sphère politique. Ouais, Et donc voilà, à la fabrique, pour un boycott légitime. Eux, parfaitement, lorsqu'il s'agit de l'Iran et de l'Ukraine, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ils laissent absolument. Je signale qu'il y a un boycott total de l'Iran aujourd'hui. En ce qui concerne la Russie, c'est pareil. C'est étonnant comment, lorsqu'il s'agit de certains pays, eh bien, il y a toute l'attitude. Par exemple, il est question aujourd'hui d'interdire pour les JO la Russie. Par contre, personne ne parle d'interdire à Israël d'être au JO. À l'AFI, ils en ont parlé. Ouais, exactement, sauf la FI, etc. Donc, en fait, c'est à géographie variable. C'est pas à géométrie, mais c'est vraiment à géographie variable. Ce sont eux les décideurs. Ils décident les bonnes causes et des mauvaises causes. Alors, à mon avis, nous devons imposer absolument notre vision du monde. Et c'est bien que les étudiants vous poussiez à l'université et que vous poussiez notamment les profs à s'investir davantage. Ouais. On a vu à l'époque, dans les années 70, où tu avais des profs vraiment investis qui osaient. Et là, c'est un peu plus timoré, mais si... Ils sont flippés de ouf. Ouais, ils sont flippés. Il y a moins de postes et tout. Mais oui, mais bon, la lutte, c'est ça, quoi. Il faut... voilà, la quoi. lutte coûte plus cher qu'avant, Hein je pense aussi. Hein. De quoi? La lutte coûte peut-être plus cher qu'avant. S'engager coûte peut-être plus cher qu'avant. Il y a peut-être plus de risques à prendre, je sais pas. Ouais, mais quand t'es prof à la fac, c'est des... T'en as qui sont installés... T'as des profs qui sont installés, qui ont une renommée, qui peuvent se permettre. Je veux dire, moi, je veux bien d'accord que t'aies des risques. Il y en a T'as qui des- le Et font. Wissam, Oui, il y a eu la fameuse pétition des profs. on avait dit qu'il manquait du monde dans cette pétition, Ouais. tu te souviens? Oui, la pétition, exactement. en fait, moi, Mais on ce qui s'était m'énerve dit dans la effectivement pétition, que c'est certains que- profs qui étaient complètement établis n'avaient pas signé ces pétitions. Ouais, mais ce qui m'énerve dans la pétition, c'est que j'ai l'impression que l'investissement, c'est une signature, quoi. Alors, ok, Ouais. c'est plus courageux par rapport. mais même Moi, si il faut tout le monde il faut le fait, féliciter ceux qui font. Mais je trouve que voilà, il manque quelque chose, vraiment un investissement un peu plus conséquent. C'est vrai. Non, moi je voulais juste dire que du coup, nous à Sciences Po, en tout cas, la lutte continue, on s'organise, on se mobilise toujours. On a fait une assemblée générale la semaine dernière qui était pleine à craquer, les gens ont même pas pu rentrer. Donc ça, c'était quand même un beau signe d'espoir. Ouais. Et bon, je vais pas liquer ce qu'on va faire, mais juste, on va faire par exemple une minute de silence hebdomadaire jusqu'à ce que Sciences Po en fasse une officiellement de eux-mêmes pour les victimes palestiniennes. La première aura lieu demain à 12h20. Et voilà, la lutte continue, on s'organise, on se mobilise et voilà. Parce qu'au niveau des chiffres, juste, c'est quand même 97 professeurs d'université qui ont été tués, 4500 étudiants qui ont été tués, 250 enseignants, donc en général, 450, au moins près d'une centaine de profs d'université, plusieurs doyens, d'accord, et on n'a toujours rien de la part de l'université française en général. Il n'y a même pas une réaction entre guillemets corporatiste c'est absolument hallucinant de professionnels parce que c'est quand même énorme. Toutes les universités ont pratiquement été détruites, hein, et on trouve toujours pas moyen d'exprimer une solidarité d'université à université. Rien. Ce qui serait génial, c'est de pouvoir même entrer, de faire des duplex avec des enseignants en Palestine, avec des enseignants directement, hein, qui sont sur les ruines de leurs universités actuellement. On l'a fait, nous. Il y avait de très belles universités en plus à Gaza. Il y a des enseignants. Et puis aussi avec des universités avec Birzeit entre autres peut-être, non? Ça a été fait? Non, juste le jour de l'occupation de l'amphi, on avait en Zoom un professeur, je crois, qui enseignait à Gaza.
qui nous a parlé de l'économie de Gaza et surtout de la Cisjordanie, parce qu'on en parle moins. Bah oui. Mais ce qui se passe là-bas, il n'y a plus d'économie, c'est aussi un néant, quoi. Donc, nous, en fait, on veut absolument que Sciences Po ait une parole en tant qu'école vers le monde universitaire, en fait. C'est vraiment qu'ils assument leur position, parce qu'on va quand même pas se mentir, c'est une école qui a un poids énorme en France, et pour nous, c'est extrêmement important qu'elle soit à l'avant-garde, en fait, de ces luttes-là. Bon, on n'a pas un super grand espoir vis-à-vis d'eux, mais on espère au moins gratter des miettes, et puis en tout cas nous on continuera de se mobiliser, quoi. Ouais, il me semble qu'il y a d'autres grandes facs comme ça. Le HESS c'est un peu chaud aussi au niveau de l'engagement dans des écoles symboliques, et je pense que c'est un enjeu aussi pour l'État français que des grandes écoles comme le HESS ou Sciences Po Paris serrent la vis et montrent pas. On a des camarades de l'EHSS qui sont poursuivis hein, en plus. Ouais. Voilà. Article 40 et tout. À Sciences Po aussi, il y a des procédures. Ah oui, D'accord. il y a une procédure disciplinaire interne en ce qui concerne l'occupation Merci, Rocher. et en ce qui concerne du coup la supposée le supposé antisémitisme, et il y a une procédure judiciaire qui a été enclenchée, et Sciences Po a saisi le procureur de la République, donc on attend Par rapport à cette histoire. Qui? Moi. Il parle bien. Là il parle bien dans le micro, ouais. Là c'est bon. Il y a un petit problème. C'est pas... Bah vas-y continue Youssef, et le temps que... Oui, ce que je veux dire, c'est que le procureur de la République, par rapport à cette histoire d'étudiante qui a été refoulée soi-disant, c'est absolument incroyable. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'ils n'ont pas peur du ridicule. C'est que évidemment, il ne trouvera rien, mais ils ne diront jamais qu'ils n'ont rien trouvé, et ils laisseront toujours le doute. C'est pour ça qu'on attend le verdict. Exact. Il n'y aura aucun verdict. Parce que ça va être comme oui, ça va être long, ça va être tout le monde ça, n'en aura plus rien à faire. C'est l'effet d'annonce. C'est l'effet d'annonce, c'est pour assurer. De toute façon, ça va pas être relayé à la fin. Bien sûr, bien sûr. Ils ont fait un super visuel, Sciences Po, article 40. Alors que c'est comme par rapport aux poursuites sur d'éventuels crimes de guerre commis par des soldats franco-israéliens. Je veux dire, en fait, c'est eux qui devraient être poursuivis en justice. Ce sont les sionistes qui devraient être poursuivis en justice d'abord pour apologie de crimes de guerre, bien souvent. Hein, et c'est ça qui est absolument hallucinant. Et ça nous ramène à l'Afrique du Sud et à la lutte contre l'apartheid. On devrait inverser. C'est les choses qui devraient s'inverser, justement. C'est eux qui doivent être mis en accusation. Ouais. Alors que c'est eux qui accusent aujourd'hui. C'est absolument incroyable, cette histoire. Ils génocident un peuple, et réellement, et ils trouvent le moyen en plus de poursuivre les gens qui protestent contre ce génocide. C'est incroyable. Là, pour le coup, il y a un truc aussi qui, si on veut voir les choses de façon aussi encourageante, c'est de voir que le pouvoir met aussi d'autant plus de pression, qui sent que le mouvement est de plus en plus puissant aussi. Donc ça, on peut le voir aussi comme peut-être pas une victoire, mais un signe encourageant pour la suite. Et puis peut-être que c'est aussi l'occasion de parler de la résolution de l'ONU d'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est uniformément un bon signe, mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose à voir là-dedans, quoi, aussi. Justement, on allait enchaîner sur ça. Je sais pas si vous voulez. Alors, s'il y a un dernier mot à dire, et si vous voulez rester, on fait une vingtaine de minutes là pour les. Ouais, très vite, s'il te plaît. Par contre, il y a un réseau qui se constitue au plan national. Je vais vous dire les comptes Instagram. Oui. Il y a un compte Instagram qui s'appelle, du coup, pour Sciences Po, Comité Palestine Sciences Po. Comité Palestine Sciences Po, il y a déjà plusieurs posts. Excuse-moi, on s'est pas foulé, mais c'est un nom uniformisé pour que. Sciences Po, c'est très. C'est clair. Voilà. C'est clair. Vous avez un compte Twitter, un compte. On n'a rien pour l'instant. Mais ouais, vous avez 20 ans. Un groupe WhatsApp. S'il y a des gens du comité. C'est 06. Envoyez-moi un DM, parlez-moi que vous voulez, débrouillez-vous, mais contactez-moi. S'il y a des gens du comité Dauphine-Palestine dans le chat, faut qu'on se réveille, les mecs. Ouais. Merci pour la pub. Même Youssef, il a un Instagram. Ouais, j'ai tout, moi. Instagram, tout ce que tu veux, Telegram, piqué Collegram, bourré. Tout. La croix du Tafor, la carte verte. Ouais, bon. Alors, je sais pas. Non, mais sérieusement. Il n'avait pas terminé, je crois, non? Bah si. J'avais carrément terminé. Voilà, il avait carrément terminé. Je sais pas si vous voulez rester ou pas, si vous voulez partir, si vous voulez même aller sur le public. Non, je pense qu'on a plus de sur les sujets comme la résolution de l'ONU, je suis pas habilité. Tu veux pas parler du foot?
Ouais, Benzema n'aurait jamais dû être en France. Mbappé va éteindre le Barça. Didier Deschamps, c'est un raciste, c'est avéré. C'est Samir. Voilà. Non, je crois pas. Non, c'est Reviens pour les JO, Karim, s'il te plaît. C'est son Bah, emoji. si vous voulez, vous pouvez. Avec vous Karim, on gagne installer les JO, là-bas. la vérité. C'est comme vous voulez. C'est gentil. On enchaîne sur déjà la résolution de l'ONU. Résolution de l'ONU. Donc, chers amis, ça allait assez vite là ces derniers Merci jours. à vous sur deux. la- Merci Maxime. Merci et beaucoup pour Emmanuel. l'invitation. Et merci, hein. Merci beaucoup, merci. Et Vous revenez quand vous voulez. faut continuer. Ouais. Résolution de l'ONU. Donc oui, à l'ONU, c'était un gros enjeu. Ah, ils s'en vont complètement. Ils vont juste Ah, ils vont d'accord. manger à côté. Bah ouais, ils sont pas. Donc oui, c'était un gros enjeu ces derniers jours sur le vote pour une résolution pour le cessez-le-feu donc à Gaza. Et il s'est passé 2 votes, donc 2 résolutions différentes. La première résolution, elle a été proposée par les États-Unis, mais Non, on dit Satan. Le grand Satan. j'ai cru que c'était faux. J'allais dire quoi? Moi j'ai cru qu'elle allait dire non, c'était l'Algérie, la vérité c'est l'Algérie. Mais elle n'est pas passée en raison du vote contre de la part de la Chine et de la Russie. Alors perso, L'Algérie. et de l'Algérie, c'est vrai? Bah, les présidents du Conseil. Ok. Viens t'asseoir là, comme ça tu auras le micro et tu n'auras pas besoin de le Et, mettre à la bouche. et là, j'aimerais bien que Youssef, tu nous éclaires sur ce vote Alors, contre. le temps qui se. Oui, non, mais en attendant, Ouais, je me continue, alors- t'inquiète. Oui, bah. Wissam. Attends. Ah! C'est rien. Petit accident. C'est rien. Un petit peu d'eau tombée. C'est pas grave. C'est bon, tranquille. Et, c'était- Il fait des jeux d'eau maintenant, Wissam. et en revanche, ce qui s'est passé par la suite. S'il vous plaît. Ah, J'ai fait tomber de l'eau. Apparemment, ça n'a pas touché les parties vitales, mais. Pardon. Ouais. Pardon, désolé. Désolé. Pardon, désolé. C'est dangereux, l'eau, hein. J'adore l'eau. Excuse-moi. Ouais, donc désolé. C'est pour ça que je prenais des... Mais c'est pour ça que je prenais des bouteilles fermées avant. Ça est beaucoup moins risqué. Les amis. Ouais, pardon. Donc, et il y a eu une seconde, Jean. résolution pour Merci, le cessez-le-feu Merci, Jean. qui, cette fois-ci, est passée. Mais sans le vote des États-Unis, me semble. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on essaye de comprendre un petit peu ce qui se joue autour de ces résolutions. Donc, enjeu numéro 1, même si le cessez-le-feu est passé, je pense qu'il est peu contraignant. En plus, il demande aussi, avec beaucoup de vigueur, la libération des otages, etc. De tous les otages, ils ont dit ça. Est-ce que, Ouais. est-ce que ça prend pas le truc de. Qu'est-ce qu'il y a? Ça n'implique pas l'échange. D'accord, c'est que les otages israéliens. Ouais. Voilà. D'accord. Et pour la seconde résolution de l'ONU, les États-Unis se sont abstenus, ce qui a beaucoup énervé Israël. J'ai une petite citation. Ils se sont énervés qu'ils se sont abstenus. Ouais, Oui, parce que c'est oui. grâce à Après, cette abstention que la Oui, résolution voilà, est c'est passée. symbolique. Je veux dire, il faut, Ah, il c'est faut voir énorme. ça comme une Non, mais c'est énorme. capitulation des Ah, États-Unis. hein. Exactement. C'est la première fois. Et le bureau de Netanyahou a dit Oui, ce effectivement, retrait nuit. Oui. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Le bureau de Netanyahou mais- a réagi à l'abstention des États-Unis et a dit ce retrait nuit à la fois aux efforts de guerre et aux efforts visant à libérer les otages parce qu'il redonne espoir au Hamas que la pression internationale leur permettra d'obtenir un cessez-le-feu sans libération de nos otages. Voilà, donc comment est-ce que vous analysez ce qui s'est produit au niveau de ces Alors résolutions? d'abord préciser Ouais, pour vas-y. information que la première résolution, donc celle de samedi, celle qui était proposée par les États-Unis, hein, Oui. Ouais, c'est ce qu'elle a dit. oui, a été non mais c'est important. Merci, Wissam. C'est parce que le libellé de la résolution n'était pas du tout satisfaisant. Le libellé de la résolution, il qualifiait d'abord Hamas de terroriste, etc. C'est pour cela que la Russie et la Chine ont refusé? Et l'Algérie. Et parce que c'était pas clair aussi le cessez-le-feu, il me Oui, semble. oui. Et le cessez-le-feu n'était pas clair. C'était beaucoup plus une trêve, etc. Alors, cela dit, le cessez-le-feu, enfin, dans cette seconde résolution, où les États-Unis se sont abstenus, c'est-à-dire qu'ils ont laissé passer, ça montre, disons, l'humeur négative de Biden, mais non pas parce que Biden, tout d'un coup, aurait été converti aux vertus d'un amour pour les Palestiniens, mais simplement parce que Biden sent lui aussi le boulet Bah, il passer est à côté. embarrassé par ça. Oui, il sent le Oui, boulet tout le monde parce est qu'au niveau, embarrassé au niveau par des ça. élections, au niveau des élections surtout, au niveau des élections, il est vraiment au coude à coude avec Trump et surtout dans des États très importants comme le Michigan, où dans le Michigan, eh bien, il y a une liste. Vous savez que le Michigan, c'est rempli d'Arabes, faut le savoir, avec entre autres, j'espère que je vais pas être 93. censuré. Oui, c'est leur 93 à eux. Et vraiment, hein. Et c'est avec Detroit, avec la ville de Détroit, qui est bon, d'accord, Oui.
immigration très ancienne, Ville etc. industrielle, Et voilà, exactement. Et ils ont quand même réussi. Notre ami qui est dans le public là-bas pourra nous en dire un mot parce qu'il connaît un petit peu les États-Unis. Et comment ils ont quand même réussi l'autre jour ils ont réussi l'autre jour à mettre en péril comment Biden pour une élection partielle. Hein, et je pensais à Jamel, hein, c'est Jamel dont je parlais. Ouais. Voilà, il fait comme si de rien n'était, mais il fait le fier, quoi. Il sait très bien que... Bon, alors, d'une part, en tout cas, Biden, aujourd'hui, craint pour sa réélection. Il semble qu'il soit un petit peu au coude à coude, même avec Trump. Hein. Et donc, voilà, c'est ce qu'il fait. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'il y a une vraie contestation quand même aux États-Unis. J'allais dire, il est mourant aussi. Ouais, vraiment, la pression commence à être énorme. J'ai l'impression qu'ils sont aussi embarrassés, les pouvoirs occidentaux, tout en soutenant Israël, sont embarrassés par la violence de la réponse d'Israël et aussi la manière dont Netanyahou les envoie balader. C'est-à-dire que plusieurs fois ils ont été peut-être qu'il faut et ils sont en mode personne nous dira ce qu'on a à faire. Mais ce qui illustre ça, ce petit revirement que j'ai observé, c'est vous avez vu l'interview de Natacha Polony face à oui, BHL. Ouais. Bah, bien sûr. Excusez-moi, mais c'est bien sûr, elle était à l'OLP. Après, Polony est à l'OLP. Après, hein. moi ça me surprend pas tant que ça parce que autant Polony est une adversaire, mais elle est arrivée à certains épisodes à être une adversaire honnête. Oui, t'as raison. Et moi ça m'étonne pas plus que ça sur Polony. Oui, tout à fait d'accord avec toi. C'est Polony et bon, alors on en pense ce qu'on veut. C'est pas notre tasse de thé, mais c'est parfois une adversaire honnête. Oui, non, c'est vrai. C'est une adversaire honnête parfois. Hein. Et puis surtout, elle connaît un petit peu les dossiers. Hein. C'est pas quelqu'un aussi qui pérore. C'est pas la pire. Qui pérore comme ça et qui alors il faut lui opposer à elle. On n'est pas du tout d'accord. Mais voilà, par rapport à des choses comme BHL, quoi. Je veux dire, je peux même pas dire. Je pourrais vous donner la citation de Bourdieu sur BHL. Oui, alors oui. Ah, il est pas mal. Ouais, ce que Bourdieu disait. Alors juste. Oui, mais c'est la vidéo là, non ? Non, c'est Bourdieu et sa concierge là. C'est Bourdieu et sa concierge. Attends, qui voulait pas d'interview avec BHL. Non, pas du tout. C'est la vidéo de. Non, c'est Bourdieu et sa concierge, mais elle va nous la dire. Mais je termine juste, Marianne. Excuse-moi. La deuxième résolution là, on peut pas dire qu'elle soit idéale non plus. Parce qu'elle parle d'une trêve qui pourrait, pour la durée du Ramadan. Elle parle aussi de libération des otages, d'accord ? Elle est un peu plus intéressante parce qu'elle ouvre la perspective d'une trêve d'un cessez-le-feu permanent. Enfin, c'est un cessez-le-feu, mais qui pourrait devenir permanent. Mais le problème qui se pose pour cette résolution, alors je dis bien, les États-Unis l'ont laissé passer, ce qui est un casus belli quasi pour Israël. C'est incroyable. Pourquoi aussi ? Parce que les États-Unis se rendent compte que Netanyahou est en train de casser la baraque. C'est tout le Moyen-Orient. Et les États-Unis n'ont pas envie que tout le Moyen-Orient soit en miettes, parce que c'est leur Moyen-Orient, bien évidemment. Hein. Et là, l'affrontement pourrait devenir général au Moyen-Orient, et ça, Netanyahou n'en veut pas. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi les autres l'ont soutenu plus ou moins ? C'est parce que ça ouvre la perspective d'un cessez-le-feu permanent. Mais il n'y a aucune garantie, parce que de toute façon... Alors, vous savez que les résolutions du Conseil de sécurité sont contraignantes, normalement. Sont contraignantes. Et c'est ça le problème. Sauf que c'est pas la première fois qu'Israël se voit... je rappelle qu'il y a des résolutions comme la 242, par exemple, qui met fin à la guerre de juin 67. Elle a été prise au Conseil de sécurité. Elle est contraignante. C'est pour ça que c'est un peu mais elle n'a jamais été appliquée. Israël n'a jamais eu de sanctions pour ne pas l'avoir appliqué. Dis-moi ce que tu en penses, Youssef. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu désespérant et c'est un peu ce qui se passe aussi avec la CIJ quand on attendait le verdict. On disait, oui, mais même si de toute façon, on sait que là, même l'ONU, on a l'impression que c'est que des mesures symboliques. On a l'impression que c'est juste bien pour le symbole. Mais on sait non, parce que ça ajoute quand même à la pression générale. C'est-à-dire que ça conforte, ça légitime l'opposition à Israël. Dans un temps plus long. Ça entérine la défaite morale d'Israël. Ça entérine la défaite morale. Ça justifie l'arrêt des livraisons d'armes. Je signale que plusieurs pays ont cessé toutes les livraisons d'armes. Donc c'est le moyen de faire pression sur la France. Il y a 3000 entreprises françaises qui collaborent avec l'armée israélienne aujourd'hui. Hein. C'est un moyen pour nous de rappeler cela et de faire de telle sorte qu'elle cesse cette collaboration absolument infâme. Et donc du coup, d'une façon générale. Alors c'est pas encore la victoire, bien évidemment, pour le peuple palestinien, mais disons que c'est un jalon très important. C'est une petite bataille gagnée sur un temps plus moyen et plus long. Jamel, tu voulais dire un... Il n'y a pas de micro là, les gars. Non, il y a un micro intégré, Jamel. Ouais. Juste pour dire que c'est important pour Israël dans la mesure où Israël tire sa légitimité
du droit international et de la communauté internationale. C'est aussi pour ça. Donc, du coup, ça vient entacher sa légitimité, internationale. Et pour revenir aux résolutions contraignantes et qui ont été votées, la dernière en date, c'était 2016. Oui, c'était Obama. 2016, Obama, vraiment à la toute fin de son deuxième mandat, il laisse passer par abstention, juste en catimini comme ça avant de partir, en laissant aussi un petit chèque pour les Palestiniens pour se faire pardonner les 8 années de trahison, puisqu'il a été le président le plus sioniste de l'histoire des États-Unis. Alors que, je le rappelle, au départ, il s'était engagé sur la Palestine, Obama. Ah, tout à fait, le discours du Caire. Voilà, il avait déjeuné avec Khalidi, qui est un historien américain-palestinien. Voilà. Ouais. Et juste, je vous renvoie, c'est la 23-34 de décembre 2016 de mémoire. Ouais. J'ai retrouvé la citation de Bourdieu. Alors c'est Bourdieu et sa concierge, vas-y. Pierre Bourdieu, grand sociologue français. C'est lui le père de la sociologie ou c'est Durkheim? Pas du tout. Père de la sociologie, c'est moi. C'est avant lui. Non, mais je sais bien, mais père de la sociologie à la française, non, je crois que c'est Durkheim. Mais oui, non, mais il y en a eu surnom d'autres. qu'on Non, donne. franchement, il y en a eu d'autres. Et c'est Durkheim, je crois. Oui, Durkheim. Oui, on est d'accord. Mais Calmez-vous, il y en a eu des tas d'autres après, Durkheim même. Ça va. Alors, Bourdieu qui est décédé dans les années 2000, je crois. 2002, non? Oui. Alors, donc Bourdieu dit BHL, celui que ma concierge prend pour un journaliste, les journalistes pour un philosophe et les philosophes pour ma concierge. Oh. Et c'est pas très sympa pour la concierge. Et c'est pour ça que je l'aime pas cette citation, je tiens à le dire, parce qu'elle est vraiment machiste. Oh, ça va. Qu'est-ce que vous êtes ringard ce soir? C'est du mépris de classe. Ok, Twitter, allez, on continue. Et elle est lusophobe en plus. Pourquoi? Il a pas dit portugaise? C'est tout c'est ce physique elle a vraiment. Oh my god. Coupez tout, coupez. C'est catastrophe. Oh là là. Coupez le micro du Bah, les épiciers sont arabes, les concierges sont portugais. Oui, rattrape-toi. Les passe le salam à nos camarades portugais, nos camarades socialistes. Les chaouches de portugais. McDo sont congolais, c'est connu. Les métiers ethniques. Ouais. J'aimerais aussi qu'on discute un petit peu, ou qu'on rappelle, pour ceux qui ont suivi de loin, ce qui s'est passé au niveau de l'offensive sur Rafah. On en parle depuis plusieurs semaines. Hier aussi, ou avant-hier, il y a Emmanuel Macron qui s'est entretenu avec Benjamin Netanyahou et qui lui a manifesté, qui lui a transmis sa ferme opposition à cette offensive sur Rafah. Voilà, et on a vu aussi... C'est l'enjeu maintenant. C'est l'enjeu maintenant. Voilà, il disait que l'objectif du gouvernement israélien, c'était de faire cette attaque-là de Rafah, de prendre Rafah, on va dire, au moment du Ramadan. Là, on est 2 semaines après. Où est-ce qu'on en est de cet enjeu-là? On a vu qu'il y a eu beaucoup d'attaques contre l'hôpital, notamment l'hôpital Al-Shifa. Et tous les jours, il y a des nouvelles, il y a des nouvelles qui sortent. Donc c'est encore à chaud, effectivement, mais quand même, il se passe quelque chose. Et on est encore dans un point fort, je veux dire, de ce qui se passe à Gaza. Alors, excuse-moi de reprendre la parole, mais Al-Shifa, il faut quand même en dire un mot. Je te donne la parole. Merci, Mariam. Non, mais... Il s'est excusé vers moi. Hein, ah, d'accord. Ouais. Et vers Lénine. Et donc, du coup, il ressemble de plus en plus à Lénine, je trouve. Vas-y, continue. Ouais. Et alors, donc, du coup avec des lunettes. Et donc, du coup, il s'est passé quelque chose de très très grave à Al-Shifa. L'hôpital Al-Shifa, faut le savoir, cet hôpital a été encore une fois attaqué durant 5 jours, ces 5 derniers jours. L'attaque, on en discutait tout à l'heure, succède. En fait, il semble que, alors c'est pas le motif, hein, mais ce qui a un petit peu excité davantage l'armée israélienne, c'est ce reportage qui est passé sur Al Jazeera, ouais, voilà, où on voit des résistants. Les résistants ont pisté l'officier israélien responsable de la précédente attaque sur Al-Shifa il y a plusieurs mois, vous vous souvenez? Voilà. Et donc l'officier responsable, dont j'ai oublié le nom, a été identifié par la résistance palestinienne et ils l'ont pisté. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à trouver sa trace dans les décombres de lui et son unité dans les décombres de Gaza. Ils l'ont retrouvé et ils l'ont abattu. Donc un sniper l'a abattu et tout le déroulé de cela, c'est un petit reportage
qui a été fait par la résistance, qui a été ensuite remis à la chaîne Al Jazeera, et ils expliquent comment ils l'ont retrouvé, comment ils l'ont abattu. On voit un résistant sniper abattre l'officier responsable du massacre précédent de Shifa, avec quel type de fusil? C'est un fusil qui a été fabriqué à Gaza, qu'on appelle le fusil El Roul, qui veut dire l'ogre en arabe, et qui est made in Gaza. C'est incroyable, il est fabriqué sur place, d'accord? C'est un fusil de tireur d'élite, et voilà. Cela a rendu complètement fou Israël, complètement fou, et ça a été une des motivations de la nouvelle attaque sur Al-Shifa. C'est une façon de dire « Ah bah vous avez fait ça, vous allez voir ». Alors, ils ont attaqué Al-Shifa avec des chars, les destructions sont absolument incommensurables, sont absolument terribles. Je rappelle qu'il y avait 30 000 réfugiés dans l'hôpital Al-Shifa, 30 000 réfugiés dans l'hôpital Al-Shifa, alors que normalement il y a quelques centaines de lits seulement, 30 000 réfugiés. Et que donc ils ont investi l'hôpital. Plusieurs jours après, on a des immeubles qui brûlaient encore à l'intérieur, plusieurs jours après. On a les flammes dans les reportages. Et ils ont capturé 800 personnes qu'ils prétendent être des militants de Hamas et du djihad islamique. D'accord ? Ils ont tué plus d'une centaine, ils ont tué 170 personnes. Ils ont tué 170 personnes dedans, dont des membres du personnel médical, etc., etc., etc. Ils ont détruit, ils ont arrêté toute l'équipe d'Al Jazeera qui était dans l'hôpital. Ils ont détruit tout le matériel, les camions de transmission, etc. Ils les ont fait exploser. Ils ont détruit, ils ont tué un des journalistes principaux. Ils ont violé des femmes. Alors maintenant, c'est attesté. Il y a eu des viols de femmes. Il y a eu des témoignages. Des femmes qui ont été des témoignages précis. C'est pas le truc de Mediapart là, qui était pas du tout sourcé, qui était en l'air comme ça. Bon, là, c'est précis. Mediapart n'a rien fait là-dessus d'ailleurs. Libération non plus, qui avait fait son gros titre. Là, sur les femmes palestiniennes, quand c'est des femmes palestiniennes qui sont violées, on n'en parle pas du tout. Et là, c'est attesté, d'accord. Ils ont assassiné devant tout le monde le chef de la police de Gaza, qui se cachait pas. Il était là parce que c'est lui le coordinateur de l'aide humanitaire. C'est lui qui organisait la distribution de l'aide. Il était présent. Ils l'ont identifié. Ils lui ont dit, bon, bah, tu viens et tu lèves les mains. Il a refusé de lever les mains. Il a dit, je ne lèverai pas les mains en l'air devant vous. Et ils l'ont abattu directement comme ça. Et c'est pareil pour le journaliste d'Al Jazeera, qui a dit, je ne lèverai pas les mains devant vous. Qui vous êtes? D'accord? C'est un lieu, l'hôpital, où normalement, c'est pas un lieu de guerre. Voilà, ils l'ont abattu directement devant tout le monde. C'est quelqu'un de très très apprécié, le chef de la police de Gaza, je tiens à le dire. C'était un brigadier général. Il savait qu'il mettait sa vie en danger en étant sur place. Il aurait pu se cacher, etc. Il était là pour organiser l'aide. Parce que quand il y a de l'aide qui arrive, il ne faut pas qu'il y ait de la panique. Faut pas qu'il y ait, vous voyez, c'est terrible. Les gens sont dans une situation terrible. Et ben, il est mort comme ça. Et quant un des chefs de l'hôpital, il a été aussi abattu parce qu'il a refusé de ne pas accompagner. Il voulait accompagner absolument les blessés qui sont évacués. Ils l'ont également abattu. Donc, ce que je veux dire, c'est que rappelez-vous que c'est l'hôpital Al-Shifa où il disait qu'il y avait des souterrains dedans. Alors, on ne comprend pas. S'il y avait tant de militants, de combattants dans l'hôpital, pourquoi ils ne sont pas sauvés par les souterrains? Ça veut dire qu'il n'y avait pas de souterrains, tout simplement. Ils ont arrêté n'importe qui, ils prétendent que c'est des réfugiés, ils prétendent que ce sont des combattants de Hamas. Parce qu'il faut dire qu'ils ont obtenu quelque chose. Les combats sont toujours actuellement en cours dans les alentours. Ils se font harceler par les groupes de résistants, leurs chars sont détruits, etc. Cette armée de tueurs d'enfants, de tueurs de femmes, de tueurs de vieillards, cette armée de criminels, bien sûr qu'elle va répondre de tous ces crimes, on l'espère ardemment, et qu'elle subira le plus haut des châtiments. C'est incroyable ce qui se passe. Et maintenant, évidemment, il y a l'histoire de Rafah. Merci beaucoup. Vous voulez rebondir? Non, Adèle, juste Youssef, sur Macron, là, qui a dit qu'il condamnait fermement. Moi, j'ai juste l'impression que c'est vraiment le truc, genre le minimum. Ouais. Le minimum de... Alors, il y a je condamne. Après, il y a je condamne fermement. Ouais. Après, il y a je ne peux accepter. Mais je veux dire, il n'y a aucune action concrète. Et pourtant, il y aurait des actions à faire. Alors, je vais pas me faire le défenseur de Macron de la France. Mais non, la France est devenue complètement... on ne comprend rien du tout. Est-ce que ça vaut quelque chose de dire je condamne? Alors, oui, ça quand même malgré... Alors, évidemment, c'est rien du tout parce que les trafics d'armes, etc., entre la France et Israël, ça continue. Les criminels, etc. Alors, deux informations que je donne. Le Quai d'Orsay... le Quai d'Orsay qui avait été mis complètement au rencard ces derniers temps, on l'a bien vu, puisque c'est Macron qui avait pris la main. Parce que, vous savez que, juste pour préciser, vous savez qu'il y a le Quai d'Orsay, donc le ministère des Affaires étrangères, mais on a à l'Élysée
une cellule qu'on appelle la cellule étrangère. C'est-à-dire que vous savez que c'est le, hein, C'est vous très l'avez tous français. appris dans vos cours à l'école, mais c'est ce qu'on appelle le domaine réservé, hein, domaine réservé du président, les affaires étrangères. Et ce qui fait qu'à l'Élysée, on a aussi une cellule des affaires étrangères. Donc jusqu'à maintenant, même cette cellule des affaires étrangères était en opposition avec Macron. Hein. Bon, mais c'est-à-dire actuellement, il y a le Quai d'Orsay qui reprend la main à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau de l'ONU. Et au niveau de l'ONU, la France serait en train de préparer actuellement une résolution sur un cessez-le-feu permanent, ce qui est quand même bien. Alors, on ne sait pas encore, mais ce qui est quand même une bonne chose malgré tout, parce que ça accroît la pression. Hein. Bon, on ne sait pas ce qui va en être, mais c'est bien que ce soit fait, parce que c'est ce que la France aurait dû faire dès le début. C'était son rôle, selon la fameuse prétention de la politique arabe de la France, hein, héritée de De Gaulle. Il y a cela. Et la deuxième chose, c'est que le Quai d'Orsay a répondu à la demande du député Porte sur la mise en cause des soldats franco-israéliens qui commettent des crimes de guerre. Il a répondu donc hier. Alors, on voit ça dans la presse sioniste, dans la presse israélienne, hein, et ils sont évidemment complètement effarés là-dessus. Et le Quai d'Orsay dit que oui, la justice est compétente pour poursuivre des soldats franco-israéliens qui se rendraient coupables de crimes de guerre. Donc ça, c'est quand même aussi une bonne chose. Alors, ça ne veut pas dire que ça s'est fait, mais ça veut dire que c'est quand même une bonne chose. C'est que la démarche du député Porte, elle est très bonne. Elle est porteuse. Voilà, elle est porteuse, sans jeu de mots, d'accord. J'avais pas fait exprès, je vous jure. Ouais, mais c'est bien, Mariam. Si, tu progresses. Tu es à bonne école, d'ailleurs. C'est tout à fait dans notre style. Tout à fait dans notre style, Mariam. Voilà, on voit que tu es une bonne élève. Et donc, Voilà. Quelle note les blagues carambars, quoi, que j'adore. Et donc, du coup, en tout cas, voilà. Donc ça, c'est quand même 2 choses. Alors, on ne sait pas, mais ça veut dire que le Quai d'Orsay reprend un petit peu la main. Essaye de reprendre la main par rapport au vibrion Macron. On sait que c'est compliqué en interne depuis que Macron est arrivé au pouvoir et le corps des diplomates français, parce que Macron a bazardé une grande partie de la tradition de la diplomatie française, qui avait justement cette fameuse politique arabe dont tu as beaucoup parlé, notamment ce qu'on se souvient avec Chirac et De Villepin sur la guerre d'Irak. Et puis il faut dire que la semaine dernière, ce qui a fait la une niveau politique étrangère de Macron, c'est pas là ce qu'il a dit à Netanyahou, hein, mais c'est plutôt sa déclaration sur la possibilité d'envoyer des troupes françaises combattre contre la Russie. Bon, après, je crois qu'il est un petit peu revenu dessus. C'est pas forcément des troupes au sol, mais ça pourrait être d'autres soutiens militaires. Est-ce que vous y croyez à ça, ou est-ce que pour lui c'est une façon de reprendre un peu de montrer qu'il prend le lead entre guillemets sur la politique de défense de l'Union européenne? Oui, Sam. Tu veux lancer le sujet là à 21h30? Bien sûr, ouais. Ah non, Ah non, mais je suis en mode. Non, mais rapidement quand même. Un petit mot sur ça. Youssef. Sur Macron et la Russie, ouais. Bah si, non mais ça fait partie des mêmes délires, c'est le même genre de délire que on va faire une coalition contre Hamas du genre de celle contre Daesh. D'ailleurs au passage, juste by the way, entre parenthèses, vous avez vu que Daesh apporte son soutien à Israël. Non, je plaisante, mais Daesh vient de condamner fermement, vient de menacer, même en direct, Hamas, le Hezbollah, l'Iran, voilà, mais bien sûr pas un mot sur Israël et les États-Unis. Mais c'est intéressant de voir que Daesh apporte son soutien à tous les ennemis d'Israël. C'est génial. Hein, à quand Daesh qui va faire partie d'une grande coalition contre Hamas avec Israël. Et donc, je referme la parenthèse en disant que ça fait partie du même type. C'est que Macron, il y avait 2 objectifs à mon avis qui étaient poursuivis par rapport à cette histoire d'envoi complètement inconsidéré, c'est du délire total. C'était à usage interne. C'est-à-dire que d'abord, c'est prendre, tu l'as dit, prendre le lead en Europe par rapport à une Angleterre qui est un petit peu, de toute façon, qui est complètement, qui d'ailleurs n'est plus dans l'Union européenne, hein. Une Allemagne qui est en situation aussi bizarre. Et en tout cas qui est avec beaucoup de tensions internes en Allemagne. Donc il se dit, c'est l'occasion jamais pour la France, pour moi, hein, moi Macron premier, digne descendant d'Alexandre le Grand, toi, eh bien c'est l'occasion pour moi de prendre le lead en Europe. Hein, donc c'est une façon, c'est à usage européen, mais aussi à usage interne pour les élections européennes. Pour les élections européennes, c'est une façon pour lui de mettre au rencard le Front National. Hein, évidemment, parce que le Front de National. Jouer sur la Russie, quoi. De jouer sur le soutien à la Russie. Voilà, c'est ça. Par rapport aux Mais États-Unis et à l'OTAN. ce qui me paraît un pari complètement débile. Bah, bien sûr. Parce que je pense qu'il ne se rend pas compte
comment ces positions sont très très malheureuses. Et je pense qu'il s'en rendait compte. Ah bah il se met à ces pleurer positions maintenant, il se met à pleurer parce que la Russie, la réaction de la Russie a été extrêmement vive. Du coup on pleure en France. Non, mais Les même- Russes ont dit on va tuer dehors- tous les soldats français. Non, mais en dehors de la réaction de On la va détruire Russie. Paris. Non, mais en dehors de la réaction de la Russie, c'était surtout la réaction de la population française qui est Bah totalement opposée à ça. oui. Quoi. Et en plus, je veux dire, j'ai l'impression que encore c'est du Macron qui fait des trucs sans en parler aux autres et qu'il a pris de dépourvu plein de dirigeants européens et même les États-Unis et que ça n'a pas créé le truc d'unité qu'il aurait espéré. Donc, et en plus, je veux dire, même quand tu lis Et ça a les accru la expressions- tension. Non, mais Ça a quand tu accru lis- considérablement la tension. qui est unitaire avec Macron, c'est Glucksmann. Pour le coup, Bah là, oui. sur les va-t-en-guerre, on a une belle brochette. Ah bah, pour le coup. mais quand tu lis en plus les experts, tu sais que tout ça c'est que de l'esbrouf parce que l'armée française, elle pourrait pas tenir. Elle n'a pas Ah non, voilà, mais non, donc, mais non. Et d'ailleurs, après, ça nous donne des couvertures sur les tabloïds du style l'armée française est-elle prête, Ah, etc. c'est la une de Le Point, ça Mais me c'est absolument fait- Non, mais- hallucinant. C'est-à-dire que c'est la préparation idéologique à la guerre impérialiste. Et ça, c'est extrêmement grave parce que ce que je veux dire, c'est que c'est à force de jouer à la guerre qu'on a la guerre. Faut voir le goûter des Ouais. généraux, lire le goûter des généraux de Boris Vian. C'est à force de jouer à la guerre qu'on a la guerre. Et là, on a affaire à des gens qui jouent à la guerre pour des raisons internes, etc. Mais ils se rendent pas compte qu'en faisant cela, eh bien, ils sont en train d'accumuler le baril de poudre et il suffira qu'un jour, il y ait l'étincelle. C'est ça le problème. Mais là où je suis le plus inquiet, moi, c'est sur, contrairement à l'extérieur, c'est plutôt l'intérieur. Moi, j'ai l'impression que ça va dans la droite ligne d'une France qui se fascise. Oui. Et que pour avoir un État autoritaire, pour faire naître une unité nationale qui dépasse les conflits de classe, qui rallie tout le monde sous le patriotisme, il n'y a rien de mieux que Bonne guerre. voilà, de mettre l'idée, pas une guerre, pas forcément, mais de mettre l'idée qu'il y a un ennemi extérieur qui nous veut du mal et tout. Et je te dis, le seul truc qui nous sauve, c'est que la Russie, ils sont pas musulmans. S'ils avaient été musulmans, là ce qui est bien, c'est que les fachos, ils aiment bien les Russes, tu vois. Donc, mais si les Russes étaient majoritairement musulmans, on aurait été dans la Mais merde. d'ailleurs, ce qui témoigne aussi de cette fascisation, c'est comme tu viens de dire, ce côté où il y a symétriquement une logique, une rhétorique de l'ennemi extérieur et de l'ennemi intérieur en même temps, qui se développe symétriquement. Pas Tu vois. musulmans, quoi, parce que sinon, ça aurait été, on aurait été les soldats de la Russie. Mais vous allez voir que bientôt on nous dira que les orthodoxes ont un petit peu à voir avec les musulmans. Et je vous signale qu'au Moyen-Orient, les orthodoxes, les chrétiens orthodoxes, au Liban ou ailleurs, eh ben, les gens, vous savez ce qu'ils disent sur les orthodoxes? Ils disent les orthodoxes, ce sont des musulmans qui vont à l'église. Parce qu'ils sont effectivement très proches des musulmans. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, au Liban, eh bien, les orthodoxes ont été les seuls courants chrétiens qui n'ont pas pris parti dans la guerre civile aux côtés des maronites contre les musulmans et les Palestiniens. Donc les orthodoxes, déjà, ils sont c'est jugés vrai. comme étant proches des musulmans. Et c'est vrai que c'est aussi marxiste, ouais. C'est aussi la question de la France-Afrique là-bas et de la conflictualité entre la France et la Russie, Oui. et que la France a perdu beaucoup de terrain en Afrique et qu'ils accusent les Russes. Alors il y a une raison avec, c'est vrai, Wagner et tout, mais il y a aussi une exagération de faire croire que c'est la cause de la perte de la France-Afrique, c'est seulement la Russie. Mais c'est sûr que ça joue aussi dedans, quoi. Elle a perdu la France-Afrique. La France a perdu l'Afrique avant même la Russie, avant même que Wagner Oui, et puis existe. même. sans parler de la Chine, pour le coup, qui Ouais. aussi Ouais. fait du Bon, les business. amis, Ouais. le football. Alors très vite, parce que Ouais, pas très vite. Si j'ai bien dernier compris, sujet. c'était football et ramadan, c'est ça? football et Ramadan, ouais. 5-10 minutes, le football. Ouais. Bon, en gros, vous avez suivi la polémique Bah sur oui, le... on a tous subi. Je rappelle, pour les auditeurs et surtout pour Youssef. Youssef, t'as suivi? Tout à fait. Ok. Je peux t'en parler. Donc la FFF qui n'a pas interdit le ramadan, mais en tout cas qui, si on veut dire, met en place des règles Ah ouais, qui, oui. en gros, si tu fais le ramadan et que t'es un joueur, Bah oui, non, mais tu c'est- fais pas le ramadan, quoi. C'est J'ai ça pas- le t'as- truc. Ils ont pas interdit, mais si tu fais le Ramadan, tu viens pas. Et, c'est Ouais, interdit pour C'est moi. ça. Ouais, ouais. Ouais, je te jure. Ah ouais. Non, mais c'est aussi leur défense, tu vois. Non, mais on devrait faire ça. Je vais faire ça avec les femmes. Dire, Ouais, ouais. vous rentrez que si vous avez le voile. Ah, Si vous d'accord. n'avez pas le voile, vous rentrez pas. J'interdis pas de pas avoir le voile, Alors- mais voilà, vous entrez pas si vous n'avez pas le voile. Non, on va faire ça. Alors, Et, alors, si j'ai bien compris, Mariam, donc la Fédération française ne fait pas unanimité dans le monde, je veux dire, son comportement. Bah, non c'est les seuls. Mais c'est les seuls en ça. France. C'est les Et seuls. surtout, même en France, c'était pas comme ça avant. Non, non, c'est ça qui est en fait, il y a surprenant aussi, déjà eu c'est que. Vas-y, Wissam, t'as peut-être mieux Bah non, mais il y avait l'historique que déjà moi, eu des mais, polémiques qui commençaient l'année dernière. Il y avait déjà eu des ouais, on s'en questions souvient comme ça et l'année tout. dernière, ouais. Mais c'est la première fois où il y a vraiment le truc de si vous faites le Ramadan, vous venez pas. Parce que déjà, ils ont donné l'idée que ils allaient pas faire de trucs aménagés. Il y a des joueurs qui sont en mode bon bah c'est pas grave, on fait quand même le Ramadan. Ouais. Et donc après, ça a été non. Si vous faites le Ramadan, vous venez pas. Et il y a aussi la question sur en championnat de France.
Il faut savoir que dans d'autres championnats. Ils disent vraiment si vous faites. Oui, en gros, vous il y a un joueur de l'Olympique Lyonnais, un U20, donc c'est un 20 ans, qui joue à Lyon et qui était sélectionné et qui est rentré à Lyon parce que lui voulait continuer le ramadan. Et d'ailleurs, il y a le président de la FFF qui s'est pris pour le shir, qui a dit non, mais on peut repousser le ramadan. Ouais, c'est ça. Non, mais d'accord, ok, il y a des raisons. En fait, on peut repousser le ramadan. Mais en fait, ils ont dit qu'il fallait reporter. C'est une raison légitime, le foot. Moi, je veux dire, non, mais. En fait, c'est ça. Ouais, non, mais il se joue. Non, mais en plus, si vous êtes neutre, il n'y a pas de truc comme ça à dire. On croirait du Boumi. Non, mais en plus, t'es neutre, t'as pas ta vie à donner. En plus, La défense de la FFF, c'est celle-ci. La fédération a mis un cadre, comme à l'école. Tiens, ça nous rappelle notre émission de la semaine dernière. Comme à l'école, il ne peut pas y avoir une modification de nos horaires, de notre organisation, qui soit liée à la mise en œuvre d'une pratique religieuse, quelle qu'elle soit. Mais déjà, déjà, je veux dire, il y a des joueurs qui peuvent s'adapter à ça. Tu vois, oui. Mais sauf qu'on a fait comprendre, c'est que non, vous vous adapterez pas à ça. Si vous le faites, vous ne venez pas. Pour les gens, ça semble normal que la FFF ne fait pas d'aménagement. Mais ça, c'est même une question à poser. Je veux dire, toutes les autres fédérations, elles font des aménagements. Je veux dire, ça, c'est une question à poser vraiment entre nous. Est-ce que vraiment ça pose problème ? C'est pour ça que je voulais parler de la Ligue 1. La Ligue 1, il y a aussi la question. T'as des entraîneurs qui veulent interdire à leurs joueurs de le faire et tout. Et t'as aussi dans d'autres championnats, en Angleterre, en Espagne et tout, où ils autorisent. C'était qu'il y a des pauses pendant le match pour couper le ramadan. Alors, il faut savoir que championnat d'Espagne, d'Angleterre, d'Allemagne et tout, ça écrase la France. Qu'on ne vienne pas parler de performance sportive et tout, alors parce que la France, en plus, on le fait en été quand il fait chaud, quoi. On fait des pauses. Oui. Non, mais en plus, c'est ça. Alors, mais en plus, moi, je veux bien que, allez, il n'y a pas de pause. Alors, une pause, c'est quoi ? Tu prends 30 secondes, tu bois de l'eau, tu manges une pâte de fruits, tu continues. Les joueurs, ils font pas une pause de 10 minutes. Je veux dire, tu fais pas de pause, mais les joueurs ont quand même le droit de faire le ramadan. Parce que les joueurs, dans des matchs de foot classiques, ils boivent aussi. Je pense que des gens n'ont pas remarqué que et je continue à courir. Il n'y a pas besoin d'une pause. Donc il y a déjà, on pourrait parler de la discussion de faire des aménagements, de dire allez, on prend 30 secondes de pause pour des joueurs musulmans. Et il faudrait demander d'ailleurs le syndicat des joueurs est même contre. Le syndicat des joueurs est plutôt favorable à qu'on puisse mettre des pauses de joueurs. Et ensuite, je veux dire, d'interdire à des joueurs de ne pas de faire le ramadan, c'est très très grave. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui s'opposent à ça. Et celui qui intervient le plus, c'est Habib Beye. Donc Habib Beye, c'est l'un des meilleurs chroniqueurs, qui est entraîneur du Red Star, ancien joueur de Marseille et qui est du Red Star. Non, il est entraîneur du Red Star. Il était chroniqueur à Canal+ et tout. Et lui, il a la position la plus claire. Et moi, je suis totalement d'accord avec ça. Il dit, moi, les joueurs, ils font le ramadan. On essaye de les accompagner au maximum parce que ce sont des joueurs, c'est nous, on les a choisis, on connaît leur profil, mais s'ils sont pas performants, ils vont sur le banc. Non, il est en mode, mais s'ils sont moins performants, ce qui est possible, ce qui est viable, moi je comprends. T'es moins performant, tu vas sur le banc, mais je n'interdis pas. Et s'il est performant, il joue. Moi, la question de la performance, je suis d'accord, c'est un club de foot, t'es moins performant, je t'autorise à faire le ramadan. Voilà. Et c'est pas démontré encore. Oui, c'est pas démontré. Benzema a marqué un triplé. Voilà, c'est ça. Parce qu'il est sur l'énergie. Il y a un exemple que je prends toujours par rapport à cela, qui est hors foot évidemment, mais c'est les pilotes. Les pilotes d'avion qui font le ramadan. Hein. Je signale que bien sûr, pendant le ramadan, tous les pilotes de toutes les compagnies où il y a des musulmans font le ramadan tout en pilotant. Et apparemment, il n'y a pas des crashs en série. Hein. Donc, là, en plus, on parle de... Je veux dire, il y a des gens qui me disent « Ouais, pour leur santé et tout. » Vous parlez de professionnels. C'est leur métier. Et en plus, ils sont pas tout seuls, ils sont accompagnés. Il y a des nutritionnistes, il y a des préparateurs physiques. C'est pas nous. Nous, à 18h, on a un peu le tournis. En plus, si on va jouer. Mais là, on parle de professionnels qui sont payés pour ça, qui sont des sportifs de haut niveau. Il y a un suivi. Donc, tout l'argument de la protection du joueur, c'est des mensonges. Tout l'argument de la performativité, ça n'empêche. Je veux dire, déjà, c'est faux et ça n'empêcherait pas aux gens. Vous les mettez sur le banc le temps du ramadan, si vous voulez. Après, c'est votre problème si vous voulez vous passer de bons joueurs. Mais le seul problème, c'est vraiment qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des musulmans en France. Bien évidemment. Et on parle de la laïcité aussi. Mais là, on a un côté prosélyte pour les gens, de ne pas manger de la journée. Attends, on parle de foot. De pas manger de la journée, c'est prosélyte. Mais on va où en fait ? À quel moment c'est de faire du prosélytisme, de faire le ramadan ? Qu'est-ce que t'en sais ? Je veux juste dire que moi je trouve vraiment en tant que fan de foot aussi qu'il y a un problème structurel dans la Fédération française de football, mais aussi dans la Ligue de football professionnel, du coup LFP, qui structure la Ligue 1 et tout. C'est-à-dire qu'il y a eu une tonne d'affaires de racisme. Moi je pense celle de Christophe Galtier, qui était coach du PSG, et
Le Graël, oui, Pendant qu'il était- les propos. Pendant qu'il était coach à Nice, il a dit des phrases mais abominables. Enfin, et il a été protégé hyper longtemps en fait, ce mec, et c'est sorti beaucoup plus tard, et dès que ça a commencé un peu à sortir, il a été protégé directement par les institutions. Et puis moi personnellement sur Twitter, je suis des comptes de foot qui parlent du monde plutôt amateur, et ils reçoivent une tonne de témoignages de coachs qui, si les joueurs font le ramadan, ils les mettent sur le banc toute l'année. C'est vraiment une punition. Et puis ça remonte pas, quoi. Enfin, ce qui est fou, c'est qu'on sait très bien qu'il y a jamais de sanction, parce que le joueur, forcément, il se retrouve un peu seul avec son truc. C'est parole contre parole. Donc ça n'aboutit jamais à une sanction. Donc c'est vraiment structurel. Non, mais c'est. Sabrina veut parler. Vas-y. Oui, je voulais revenir sur la réaction des joueurs face à cette réglementation. J'ai vu beaucoup de gens qui disaient non mais c'est pas possible, ils vont pas accepter, ils vont parler, ils vont pas accepter ça. Bon, ça c'est eux et leur conscience, et on n'a pas à s'en mêler. Mais il faut quand même voir que en fait ça fait des années, moi je savais pas trop, mais je me suis renseignée là-dessus, qu'il y a des formes de pression qui sont mises sur les joueurs, notamment les espoirs. Ça, j'ai vu ça, Romain Molina en parle apparemment depuis des années. Alors, on leur des dit... pincettes avec Romain Molina, mais oui. Romain Molina, les gens veulent grave qu'on l'invite d'ailleurs. Oui. Ouais, alors, bien sûr. après, information que j'ai eu chez lui en tout cas, sur ses vidéos, qui disait que on disait aux jeunes joueurs espoirs que s'ils faisaient le ramadan, on les sélectionnerait pas, etc. Et en fait là, c'est vrai que le point de bascule, c'est quand même que on passe de forme de pression à une réglementation. Ouais. Et on voit bien que ça s'applique là au foot, mais ça s'applique à plein de choses. Les pressions qui sont mises sur les musulmans, les menaces, les intimidations. Et puis un jour, il y a une règle, il y a une loi, quelque chose qui arrive, et puis tout le monde est endormi et personne ne se réveille. Voilà. Ouais. Et je voulais quand même parler de Dembaba, que je connaissais pas non plus, qui est un grand joueur apparemment, de Dunkerque, c'est ça ? Oui, il a joué à Chelsea. Il s'est Dembaba, mais maintenant c'est qu'il est entraîneur ou un truc comme ça, mais il a joué dans des grands clubs, Dembaba. Voilà, oui, donc là, moi je l'ai découvert là avec cette histoire. D'ailleurs, il avait déjà pris des positions en tant que footballeur. Il est très actif sur Gaza. Youssef, tu l'aimerais beaucoup parce qu'il parle énormément de la Palestine. Ouais. Ouais, mais c'est un cas rare, ouais. Et là, il s'est quand même exprimé. Il a dit les mots. Il a été vraiment direct. Droit au but, quoi, si j'ose dire. Et il a dit carrément on interdit aux joueurs d'être musulmans, on leur supprime une part de leur identité. Et on peut quand même saluer cette parole-là, parce que moi, j'en ai pas vu d'autres. J'ai pas vu d'autres joueurs. Alors, il a pas parlé. Ah oui, bien sûr, oui. Non, je croyais que tu parlais de Mahamadou Diawara, qui lui. Non, il est juste rentré. Mais après, voilà. Lui, c'est un petit et c'est un. Oui, c'est pour ça que Demba, il n'a pas été suivi par... Tu remarques que les deux qui ont parlé, ils ont fini leur carrière. Dembaba et Habib Beye, ils sont entraîneurs. C'est ça qui est ouf. Hein. Et je me suis aussi du coup renseignée sur cette histoire, je ne le savais pas. J'ai appris aussi qu'il y avait un entraîneur, alors peut-être que vous êtes au courant. L'entraîneur qui avait été accusé d'avoir fait la prière, c'est lui dont tu parlais ? Qui est accusé d'avoir fait la prière dans les vestiaires. Non, c'est pas Galtier. Non, c'est pas ça. C'est pas Galtier. Voilà. Et lui, du coup, la préfecture a mis des pressions en disant si vous n'évincez pas cet entraîneur-là, vous n'aurez plus de subvention. Voilà. Et c'est toutes ces petites choses, cette petite musique là qui monte et à laquelle on doit faire attention, parce que là on se retrouve dans une situation où franchement moi je trouve que c'est une forme d'humiliation collective de se dire qu'il y a des joueurs qui vont être empêchés d'être musulmans et que nous on dit rien, eux ils disent rien. C'est une façon aussi de nous dresser, de nous mettre un petit peu au pas, quoi, au-delà du sport, quoi. Moi je voulais ajouter un petit truc aussi, au-delà du fait que bien évidemment tout ce qui a été dit sur l'idéologie raciste qui s'applique aux joueurs musulmans, mais il y a un truc en plus aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que plus le temps passe et plus il y a des sommes d'argent monstrueuses qui sont investies sur les joueurs et sur les clubs, et donc plus ça devient économiquement coûteux de s'aliéner des diffuseurs, des spectateurs, etc., des sponsors. Et donc en fait c'est en écho au climat général qu'il y a en France que il faut pas moufter, quoi, parce que sinon il y a des enjeux économiques aussi derrière, et on n'a pas envie que le club puisse pas recruter l'été prochain, parce qu'en fait on n'a pas eu là une position qui était suffisamment consensuelle, etc. Et en fait consensuelle aujourd'hui ça veut dire islamophobe, donc
Donc voilà, il y a des nécessités matérielles aussi qui sont en jeu au-delà de l'idéologie. Alors, mais en fait, je pense qu'il y a un truc qu'on oublie avec les joueurs de foot, c'est que au final, on a quand même affaire à des jeunes. Hein. Bah Je veux dire, je pense que ce qu'on oublie, c'est qu'on leur demande beaucoup, mais c'est qu'au final, la majorité, ils ont moins de 30 ans, c'est des gens pas très politisés et tout. Donc, ouais, il y a du travail à faire. Et sur la FFF, ils sont islamophobes, mais ils sont aussi racistes en général. Hein. Ah oui. On rappelle les propos de Patrice Evra qui racontait que quand il y avait des visites d'officiels du président et tout, sachant que la France, l'équipe de France est très colorée, on le sait, hein, ça énerve les fascistes, mais quand il y avait des visites officielles, ils enlevaient les noirs. Ils enlevaient les personnes trop noires, ne devaient pas être sur le devant de la scène, ne devaient pas être autour, sur les photos, sur tous les trucs. Voilà. Fallait du Giroud, fallait du Lloris, les Bakary Sagna, ça allait derrière. Voilà quoi. Non, mais c'est ce que disait clairement Patrice Evra, quoi. Donc c'est pas étonnant. Il y a vraiment une gestion comme ça de l'équipe de France. Moi, vous savez que quand j'étais petit, on se disait que le pays. Non, mais on se disait que on avait. Je sais pas si vous avez ça, mais pour nous, le pays raciste, c'était l'Italie. Tu vois l'Italie, c'est trop l'Italie, il y a une adaptation pour le ramadan. Dans les championnats italiens, il y a une adaptation. Aujourd'hui, le pays raciste, c'est nous. Ah ouais, à cause de quoi vous disiez que. Je sais pas, on avait l'idée que. Si, mais il y a des trucs avec Balotelli. Non, mais même en dehors du foot, pour nous, le racisme en France, en Europe, c'était l'Italie, c'était le pays des fachos. Maintenant, c'est nous. Pour le coup, eux, c'est pas vraiment sur l'islam, c'est plus sur les noirs. Ouais. C'est vraiment les noirs qui, à chaque match. Ouais, exact. Ouais, c'est les cris de singe. C'est beaucoup plus négrophobe qu'arabophobe. Mais maintenant, la France. Et d'ailleurs, ça rappelle chaque un autre pays a sa épisode. spécialité en racisme. Exactement. Bah après, la France, même sur les noirs, regarde la FFF. Bienvenue en Europe. Non, mais regarde, je veux dire, la France, même sur les noirs, regarde la FFF. Regarde les supporters de Nice, les supporters de l'OL. Il y a eu aussi des. Je veux dire, même en France, il y a eu des affaires. Bien sûr. Et juste, ça me rappelle d'autres épisodes, notamment celui sur Zakaria Aboukhlal. Je sais pas si vous voyez. Joueur de l'équipe de football marocaine qui joue à Toulouse. C'était en gros, il y a une journée dans le calendrier de la Ligue 1 où le flocage est aux couleurs multicolores, LGBT. Et il avait refusé de le porter, et comme d'ailleurs un autre joueur, Idriss Gueye, qui joue au PSG. Et ces deux épisodes étaient vraiment des grands moments d'islamophobie en fait dans les médias mainstream. C'était vraiment tout ce qu'ils voulaient pour taper sur les musulmans. Et puis, bon, eux, l'homophobie, c'est un peu quand ça les arrange quoi, qu'ils la combattent. Vous voyez, là c'était vraiment pour taper sur les musulmans. C'est vraiment multifactoriel et il peut y avoir plein de raisons pour taper sur l'islam. Mais oui, dans le foot en France, c'est tuant. Non, mais en ce moment, c'est trop. Ouais. Il y en a marre. Bah, les amis, c'est fini. Hein. Ouais. D'accord, super. Super la fin. Ouais, c'est la conclusion. Ouais. J'ai pas d'autres inspirations. Juste un symbole du racisme, c'est la manière dont Le Gras avait traité Zidane. Donc même Zidane, t'étais pas. Même quand t'es Zinedine Zidane. Et même quand faites des dons. Ah oui, l'argent. Je passe un appel aux dons. Allez, et donner de l'argent. Les amis, faites des dons. Ça donne de l'argent à Usul, hein. Ah là, c'est les 110 000 €. J'ai envie de parler de ça. À la Zawa Prod. Quand c'est la Zawa Prod. Moi, j'ai entendu des trucs sur la Zawa Prod, des dossiers. On m'a dit que apparemment, il paraît à Skip, il y aurait des trucs peut-être pas très clairs, mais j'en dirai pas plus. Ouais, je suis d'accord. J'ai vu pareil, moi. C'est assez grave. Non mais c'est vrai, vous faites grave des dons. Usul il veut un projet de vidéo, il y a grave des dons, Zawa Prod et tout. Et nous on est là, on met notre Tipeee là, tout le monde boycotte, tout le monde fait ski notre petit Tipeee. Allez mettre un don et un don permanent quotidien sur notre Tipeee. Bah oui. Alors qu'en plus le truc le moins clair chez Dany Raz, c'est moi donc. La plus grosse ambiguïté. Voilà, super. Mais donnez à PDH s'il vous plaît, donnez à PDH. On rigole, c'est cool. Il est sur son portable, il a fait le foot, allez, c'est bon, le ramadan. Allez. Non, on rigole, c'est cool le projet d'Usul. Très grande manifestation devant l'ambassade d'Israël en Jordanie où les manifestants tentent de prendre d'assaut l'ambassade en ce moment direct. Oh là là, des milliers. À la pointe de l'info. Chers amis, on rappelle les rendez-vous. Donc ce samedi, il y a le meeting juif international Faire Bloc, donc qui a lieu à Paris. On ne sait pas encore où, c'est pas encore revenu. Ok. On ne sait pas où, mais en région parisienne quoi.
Non, le lieu n'a pas encore été annoncé. Ce sera pas filmé, hein, donc c'est soit sur place, soit vous y êtes pas. Il faut vous inscrire sur leur site. Nous, on a l'autre rendez-vous, c'est la marche du 21 avril, le racisme, islamophobie, nos enfants en danger, la grande marche du 21 avril, organisée notamment à l'initiative de Amal Bentoutsi. Et voilà, je Et crois de qu'on a- Yessa Et de Belkhodja. Yessa Belkhodja. Est-ce Ouais, qu'on bah, a elle fait d'autres que. Non, mais De quoi? rien. Et je crois que c'est tout, hein. Les amis, c'est tout. Non, il me Merci semblait qu'il y avait beaucoup. autre chose. Non, il y avait autre chose. Il y a quoi Bah, allez-y. Non, il y a autre chose. Bon, on va chercher. Bah, allez-y chercher. Allez, on prend Non. 5 minutes. Il y a les universités. Non, il n'y avait pas de. Non. Il n'y a pas un truc à l'université. Non. Il y a un événement. Non. Il y a bien des Allez, trucs- Rob, il y a on toujours refait des l'émission. trucs. Qu'est-ce qui se passe à Sciences Po? Tu peux nous dire? Très grave, très grave. Jeudi, les sans-papiers, ouais. Aboubacar en a parlé tout à Ouais, l'heure. c'est vrai. Ouais, c'est vrai. exact. Trésor Nation. Trésor Nation. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a une manif lundi 1er avril pour le logement, place de la Bastille. aussi. Oh la c'est blague. bien, ça. Non, moi j'y crois pas à ça. Ouais. Non, je vous jure, On c'est va vrai. arriver, il va dire poisson d'avril. Je vous jure, c'est Ouais, vrai. ouais. Lundi 1er avril pour le logement à Bastille. Et le prochain nous, c'est bientôt, Inch'Allah. On sait pas, mais bref. Ah oui. Pose pas de questions. Ah oui. Ok, Casse bon, pas ta les tête. amis, on va dormir, hein, ça vous Oui, va moi, je veux- j'ai Allez, mal à bonne la soirée tête. les gens. Merci à tout le monde. Merci à Maxime, à De rien. Ayman qui Merci était à là vous. tout à l'heure. Merci Youssef À la Boussouma, techni- aux Wissam amis de la Zelka, technique aussi. Adèle, les amis de la technique, toute la technique qui est là. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de monde, c'était trop cool. dans Les ce studio. amis, les amis. Merci à tous et à lundi prochain, même heure, 18h30. Salut. Et un salut à Samir. Oui. Nick Labac. À Samir, à Yazid qui était pas là. Gros salut à tout le monde.